Regarde-moi quand je te parle, gamin. Les déchets dans ton genre ont besoin qu'on leur rappelle leur place. La voix de l'agent Nicolas Riquer trancha l'atmosphère feutrée du bistrot tandis qu'il giflait Lucas d'un revers de main si violent que sa joue heurta la vitre. L'insigne sur la poitrine de Riquer étincela sous la lumière blafarde alors qu'il se penchait, son haleine chargée d'une arrogance épaisse et nauséabonde. La prochaine fois que tu riras en me voyant entrer, je m'assurerai que tu te souviennes qui dirige cette ville. Son poing tordit le col de la chemise de Lucas, le redressant brutalement pour que chaque client tremblant puisse assister à l'humiliation. La chaleur qui irradiait de sa joue pulsait au rythme de sa respiration saccadée. Mais Lucas resta immobile, silencieux, invaincu. Riquer n'avait pas la moindre idée qu'il venait d'agresser le seul garçon dont le père était plus haut gradé que tous les insignes présents dans la pièce. Avant de continuer, commentez d'où dans le monde vous nous regardez et assurez-vous de vous abonner, car l'histoire de demain est à ne pas manquer. Le soleil d'automne filtrait à travers les fenêtres du bistrot chez Sandrine, projetant de longues ombres sur le sol en damier. Lucas Holloway s'était glissé dans la banquette en cuir usé avec ses amis, Léo et Tom, leur sac à dos fourré sous la table. La foule d'après les courses était clairsemée, ne laissant que quelques habitués sirotant leur café au comptoir. Mec, t'aurais dû voir la tête de l'entraîneur Thierry Wilson quand Tom a marqué ce panier à 3 points, dit Léo, un large sourire illuminant son visage alors qu'il attrapait un menu. Lucas éclata de rire, un son clair et naturel. C'est vrai, en plus. J'ai cru que ses yeux allaient sortir de sa tête. La cloche au-dessus de la porte tinta. L'agent Nicolas Riquer entra d'un pas lourd, ses bottes martelant le linoléum. Son visage était rouge de colère, la mâchoire serrée. Il venait de terminer un contrôle routier qui ne s'était pas déroulé comme il le souhaitait, et tout le monde pouvait sentir la fureur qui émanait de lui par vagues. Sandrine Jensen leva les yeux de derrière le comptoir, son sourire s'effaçant légèrement. Elle avait déjà vu cette expression sur le visage de Riquer. Rien de bon ne suivait jamais. Le rire des garçons résonna de nouveau alors que Tom imitait l'expression de leur entraîneur de basket. Lucas essuya des larmes de ses yeux, ne remarquant pas comment la tête de Riquer s'était brusquement tournée vers leur banquette, ses yeux se rétrécissant dangereusement. Quelque chose de drôle ? La voix de Riquer déchira l'atmosphère tranquille du bistrot. Il fit 3 longues enjambées vers leur table, sa main reposant délibérément sur sa ceinture de service. Le sourire de Lucas vacilla. Non, monsieur. On était juste en train de... Le bruit sec de la chair rencontrant la chair résonna comme un coup de feu. La tête de Lucas bascula sur le côté, sa joue d'un rouge flamboyant là où la main de Riquer l'avait frappé. La force du coup le projeta contre la fenêtre et son verre d'eau se renversa, inondant la table. Un silence de plomb s'abattit sur la salle. Tom se figea, le souffle coupé, le visage pâle. Les mains de Léo se serrèrent en poing sous la table, mais la peur le paralysait. Au comptoir, les tasses de café s'arrêtèrent à mi-chemin des bouches choquées. Ce n'est plus si drôle, n'est-ce pas, gamin ? La voix de Riquer dégoulinait de satisfaction. Ses lèvres se retroussèrent en un sourire mauvais alors qu'il rajustait sa chemise d'uniforme. Derrière le comptoir, les mains de Sandrine tremblaient tandis qu'elle attrapait son téléphone, mais sa voix était ferme. C'est une agression, agent Riquer. Sur un mineur, devant témoin. Riquer se tourna lentement, son sourire s'élargissant. Des témoins. Je ne vois aucun témoin. Et vous ? Son regard balaya le bistrot. Les clients détournèrent rapidement les yeux, soudain fascinés par leur tasse de café ou leur téléphone. Mais Sandrine se redressa, le menton haut. Peut-être pas, mais ce nouveau système de sécurité a certainement tout vu. Elle désigna le petit dôme noir dans le coin, son voyant rouge clignotant régulièrement. Qualité HD, téléchargement direct sur le cloud. Une très belle image. Quelque chose vacilla dans les yeux de Riquer. De l'incertitude, peut-être même de la peur, mais cela disparut rapidement derrière son arrogance habituelle. On verra bien, dit-il, puis il se retourna vers Lucas. Tiens-toi à carreau, gamin. La prochaine fois, ce ne sera peut-être pas juste une gifle. La cloche tinta de nouveau alors que Riquer poussait la porte, laissant derrière lui un bistrot rempli de souffles retenus et de mains tremblantes. Lucas resta parfaitement immobile, une main pressée contre sa joue brûlante. Un mince filet de sang apparut au coin de sa bouche. Tom attrapa des serviettes du distributeur, épongeant l'eau renversée tout en jetant des regards inquiets à son ami. « J'appelle ton père » dit Sandrine,
composant déjà le numéro. Sa main libre agrippait le comptoir si fort que ses jointures blanchirent. Ça s'arrête aujourd'hui. Les autres clients commencèrent à murmurer entre eux, leur voix un bourdonnement sourd de choc et de culpabilité. Avez-vous vu ça? Quelqu'un devrait faire quelque chose. Mais que peut-on faire? C'est un policier. Léo se rapprocha de Lucas, sa voix basse et pleine de colère. Ça va, mec? C'était dégueulasse. C'était tellement dégueulasse. Lucas hocha légèrement la tête mais ne parla pas. Ses yeux restèrent fixés sur la table, regardant l'eau goutter lentement sur le sol. L'empreinte rouge de la main sur son visage ressortait crûment sur sa peau mate. Sandrine se précipita avec une poche de glace enveloppée dans une serviette propre. « Tiens, mon chéri, mets ça dessus. » Elle se tourna pour vérifier son moniteur de sécurité, confirmant que tout avait été enregistré. Les images étaient claires. L'approche de Ricker, la gifle non provoquée, la menace, tout y était. Les minutes s'étirèrent comme des heures. La poche de glace commença à fondre, l'eau froide coulant le long du poignet de Lucas. Tom et Léo ne cessaient de jeter des coups d'œil à la porte, sursautant légèrement chaque fois que la cloche tintait alors que des clients partaient, murmurant des promesses de raconter à leurs parents ce dont ils avaient été témoins. Quand la cloche sonna de nouveau, Lucas ne leva pas les yeux, mais il sentit le changement dans l'air, la façon dont les clients restants se turent. Des pas lourds et mesurés traversèrent le sol. Stéphane Holloway se tenait à l'entrée, son badge d'agent fédéral brillant sur sa ceinture sous sa veste ouverte. Son visage était complètement immobile, indéchiffrable, mais ses yeux enregistraient tout, la poche de glace que son fils tenait contre son visage, l'eau renversée, la façon dont les amis de Lucas se serraient de chaque côté de lui pour le protéger. Il s'avança avec la précision méticuleuse d'un homme se tenant sous un contrôle rigide, chaque pas mesuré, chaque respiration égale. Seul quelqu'un qui le connaissait bien aurait reconnu la tension dans ses épaules, le léger resserrement autour de ses yeux qui trahissait la fureur qui montait sous son extérieur calme. Lucas leva enfin les yeux alors que l'ombre de son père tombait sur la table, leurs regards se rencontrant dans un moment de douleur et d'incertitude partagée. Le bistrot retint son souffle, attendant de voir ce qui allait se passer. Stéphane traversa le sol du bistrot d'un pas mesuré, sa présence commandant l'attention sans un mot. La cloche tinta de nouveau alors que Valérie Holloway se précipitait derrière lui, son instinct d'infirmière évaluant déjà leur fils de l'autre côté de la pièce. « Lucas, mon bébé !» s'écria Valérie, se hâtant de dépasser son mari. Elle se glissa dans la banquette à côté de Lucas, tournant doucement son visage pour examiner la marque rouge et furieuse. Ses doigts étaient tendres mais professionnels alors qu'ils sondaient le gonflement. « Est-ce que ça fait mal d'ouvrir la bouche? Des vertiges? Ça va, maman, marmonna Lucas. Mais il s'appuya contre son contact, une partie de la tension quittant ses épaules. Stéphane se tenait au bout de la table, ses mains reposant légèrement sur la surface. « Racontez-moi tout, dit-il, sa voix basse et stable. » Ses yeux ne quittèrent jamais la marque sur le visage de son fils. Sandrine s'avança, tordant ses mains dans son tablier. Ce monstre de Ricker est entré ici en cherchant les ennuis. Les garçons riaient juste à propos de l'entraînement de basket et elle prit une profonde inspiration, se ressaisissant. Il s'est approché et a giflé Lucas. Sans avertissement, sans raison. Il a juste frappé un enfant dans mon bistrot. Il a dit qu'on était drôle, ajouta Lucas, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. On ne parlait même pas de lui. On riait juste à propos de l'entraîneur Wilson à l'entraînement. Et puis, sa voix se brisa légèrement. Le bras de Valérie se resserra autour de ses épaules. Léo hocha vigoureusement la tête. C'est vrai, monsieur Holloway. On parlait juste de basket. L'agent Ricker est entré déjà en colère à propos de quelque chose. Mais j'ai tout filmé, dit fermement Sandrine, désignant le dôme de sécurité. Clair comme le jour. Je l'ai installé le mois dernier après du vandalisme. Il enregistre tout en HD. Le télécharge aussi en ligne. L'expression de Stéphane ne changea pas, mais quelque chose vacilla dans ses yeux. J'aimerais voir ces images, Madame Jensen. Avant que Sandrine ne puisse répondre, la cloche tinta de nouveau. Deux agents en uniforme entrèrent. L'agent Frank Brady et l'agente Sylvie Martinez. Les clients restants rassemblèrent rapidement leurs affaires et se dépêchèrent de sortir, ne laissant que les Holloway, les amis de Lucas et Sandrine.
Bonsoir, tout le monde, dit Brady, sa fausse gaieté remplissant l'espace. Nous sommes ici pour effectuer une vérification technique de routine sur tous les systèmes de sécurité des commerces du secteur. Ça vous dérange si on jette un œil au vôtre, Madame Jensen? Sandrine croisa les bras. Drôle de moment pour une vérification technique. Jamais entendu parler d'une telle chose auparavant. Martinez s'avança, sa main reposant nonchalamment sur sa ceinture. Nouvelle politique du département. On fait juste notre travail, madame. Eh bien, je refuse, dit fermement Sandrine. Mes systèmes fonctionnent très bien, et je connais mes droits. Il vous faut un mandat pour accéder à mon installation de sécurité privée. Le sourire de Brady se crispa. C'est votre choix, madame. Mais parfois, ces vieux systèmes peuvent être peu fiables. Ce serait dommage que quelque chose arrive à vos images. S'il y a un problème technique, nous aurions pu l'empêcher. Stéphane se tourna lentement pour faire face aux agents, son mouvement délibéré. Êtes-vous en train de menacer Madame Jensen? Pas du tout, monsieur, dit Brady suavement. Juste une offre de service amicale. Mais nous reviendrons avec les papiers nécessaires. Il fit un signe de tête à Martinez, et ils partirent. Le tintement joyeux de la cloche contrastait avec l'atmosphère lourde qu'ils laissaient derrière eux. Une fois parti, Stéphane tira une chaise près de la banquette. Lucas, regarde-moi. Quand son fils croisa son regard, Stéphane continua, ce qui t'est arrivé aujourd'hui était mal. C'était criminel, et ça ne restera pas impuni. Mais c'est un policier, dit Lucas, sa voix faible. Ils se protègent tous les uns les autres. Pas cette fois. Le ton de Stéphane était absolu. Il se tourna vers Sandrine. Madame Jensen, pourrions-nous parler en privé un moment? Sandrine hocha la tête, le conduisant au comptoir pendant que Valérie restait avec Lucas et ses amis, leur parlant doucement. Je dois vous dire quelque chose, dit Stéphane à voix basse. Je suis un agent des services d'enquête fédéraux. Je suis spécialisé dans les violations des droits civiques et les affaires de corruption. Il sortit son badge, laissant Sandrine l'examiner. Les yeux de Sandrine s'écarquillèrent. Vous êtes des services fédéraux depuis tout ce temps? Stéphane hocha la tête. Je reste discret pour la sécurité de ma famille, mais je dois vous faire savoir que j'ai l'autorité et les ressources pour gérer cela correctement. Si vous êtes prête à aider, prête? Sandrine faillit rire. J'ai regardé Ricker et ses amis intimider cette ville pendant des années. Personne ne pouvait les arrêter parce que personne n'avait le pouvoir de riposter. Ses yeux brillèrent. Mais vous l'avez, n'est-ce pas? Oui, dit simplement Stéphane. Pouvez-vous m'envoyer ces images maintenant, avant que quelque chose ne leur arrive? Sandrine se dépêcha d'aller dans son bureau, revenant avec son téléphone. Je l'envoie à votre email. J'ai aussi des sauvegardes, au cas où. Je traite avec leur genre depuis assez longtemps pour savoir qu'il faut être prudent. Pendant qu'il parlait, Valérie aida Lucas à nettoyer son visage, ses mains douces vérifiant tout signe de blessure grave. Tom et Léo partagèrent tout ce dont ils se souvenaient de l'incident, leurs mots se bousculant. Nous devrions le ramener à la maison, dit Valérie quand Stéphane retourna à la table. Il a besoin de repos. Stéphane aida Lucas à se lever, notant comment son fils essayait de cacher ses tremblements. Madame Jensen, merci. Nous vous recontacterons. Prenez soin de ce garçon, leur cria Sandrine. Et agent Holloway, faites-les payer. Le trajet jusqu'à la maison des Holloway fut silencieux. Lucas alla directement dans sa chambre, Valérie le suivant avec une poche de glace et des analgésiques. Stéphane se tenait dans le couloir, regardant son fils se recroqueviller sur son lit, paraissant tellement plus jeune que ses 15 ans. Plus tard cette nuit-là, alors que Lucas dormait d'un sommeil agité dans le couloir, Stéphane était assis dans son bureau à domicile, regardant les images de sécurité pour la 4e fois. La gifle résonnait dans ses écouteurs, nette, soudaine, cruelle. Il mit la vidéo en pause sur le visage souriant de Ricker, étudiant chaque détail tandis que son esprit commençait à tracer le chemin à suivre. La lumière du petit matin filtrait à travers les fenêtres de la cuisine du couloir, peignant des rectangles chauds sur les comptoirs en granit. Stéphane se tenait devant son ordinateur portable, le café refroidissant à côté de lui alors qu'il se préparait à envoyer par email les images de sécurité à ses contacts fédéraux. La vidéo déclencherait une enquête.
Une preuve claire de brutalité policière contre un mineur, impossible à ignorer. Son téléphone vibra. Le nom de Sandrine Jensen s'afficha à l'écran. Ils l'ont pris. La voix de Sandrine était brisée par la panique. Tout le système de sécurité. Ils l'ont arraché des murs. Les doigts de Stéphane se resserrèrent sur son téléphone. Quand? Ça a dû être pendant la nuit. Je viens d'ouvrir et, elle prit une inspiration tremblante. Les fils pendent partout. Ils n'ont même pas essayé de cacher ce qu'ils ont fait. Ne touchez à rien. J'arrive. Stéphane attrapa ses clés, ne s'arrêtant que pour dire à Valérie où il allait. L'air du matin était vif alors qu'il se garait sur le parking du bistrot 10 minutes plus tard. Quelques clients réguliers se tenaient dehors, murmurant entre eux. À l'intérieur, Sandrine faisait les 100 pas derrière le comptoir, le visage pâle. « Regardez », dit-elle en montrant le plafond. Là où se trouvait le dôme de sécurité, il ne restait que des fils arrachés, pendant comme des nerfs exposés. Le support de montage pendait, des vis éparpillées sur le sol en dessous. Stéphane sortit son téléphone et commença à prendre des photos, documentant chaque angle des dégâts. « Ils sont entrés par la porte de derrière », dit Sandrine, le conduisant à la cuisine. Ils ont crocheté la serrure proprement. N'ont même rien cassé. Des professionnels. Elle rit amèrement. Des professionnels avec des insignes, je suppose. La porte de derrière ne montrait aucun signe d'effraction, mais Stéphane la photographia quand même. Dans le petit bureau, l'unité d'enregistrement avait disparu, ne laissant que des étagères vides et d'autres câbles déconnectés. C'est une bonne chose, dit Stéphane tranquillement. Sandrine le dévisagea. Bonne chose? Ils ont volé mes preuves. Ils ont prouvé qu'il y avait des preuves qui valaient la peine d'être volées. La voix de Stéphane était stable. Ce n'est pas du vandalisme aléatoire. C'est la confirmation d'une dissimulation, ce qui est un crime fédéral. Ils ont peur, Sandrine. Ils devraient l'être, mais sans la vidéo, nous avons toujours la copie que vous m'avez envoyée. Stéphane lui toucha doucement l'épaule. Ce n'est pas fini. Ça ne fait que commencer. Après avoir assuré à Sandrine qu'il s'occuperait de tout, Stéphane se rendit au commissariat de police. L'agent de l'accueil leva à peine les yeux alors qu'il approchait. « Je dois parler au commissaire Jean Strickmore, » dit Stéphane. « Concernant une agression sur mon fils hier. » Le commissaire est occupé, traîna l'agent, sans lever les yeux de son téléphone. « Dites-lui que Stéphane Holloway est ici au sujet des agissements de l'agent Ricker au bistrot de Jensen. » Le pouce de l'agent s'arrêta à mi-parcours de son défilement. Il attrapa son téléphone de bureau, murmurant quelque chose de trop bas pour être entendu. Un instant plus tard, il fit un signe de tête vers le couloir. Troisième porte à droite. Le commissaire Jean Strickmore était assis derrière un grand bureau, ses cheveux argentés parfaitement coiffés, son uniforme impeccable. Il sourit sans chaleur alors que Stéphane entrait. « Monsieur Holloway, » dit Strickmore, faisant un geste vers une chaise. « Que puis-je faire pour vous ce matin? Je suis ici pour déposer une plainte formelle contre l'agent Nicolas Ricker pour avoir agressé mon fils hier. » Le sourire de Strickmore ne vacilla pas. « Ah, oui, le malheureux malentendu au bistrot. L'agent Ricker a déjà déposé son rapport sur l'incident. » Malentendu? Stéphane garda sa voix égale. Il a giflé un garçon de 15 ans au visage. Selon le rapport de l'agent Ricker, il répondait à un comportement perturbateur qui aurait pu dégénérer en trouble à l'ordre public. Il a utilisé un contact minimal pour maintenir l'ordre. Il y a eu des témoins qui ont fourni des déclarations soutenant le récit de l'agent Ricker. Strickmore remua quelques papiers sur son bureau. Votre fils et ses amis étaient bruyants. Irrespectueux. L'agent Ricker a désamorcé la situation avant qu'elle ne devienne dangereuse. Stéphane se pencha légèrement en avant. Les images de sécurité montrent exactement ce qui s'est passé. Quelles images de sécurité? Les yeux de Strickmore brillèrent. Je crois comprendre que le système de Madame Jensen a subi quelques difficultés techniques la nuit dernière. Dommage. Ces vieux systèmes peuvent être si peu fiables. Êtes-vous en train de dire que vous n'allez pas enquêter sur cette agression? Je dis qu'il n'y a rien à enquêter à moins que vous n'ayez des preuves claires de mauvaise conduite. Strickmore écarta les mains. Nous prenons toutes les plaintes au sérieux, monsieur Holloway.
Mais nous ne pouvons pas agir sur des allégations non fondées. Le visage de mon fils n'est pas une allégation non fondée. Les adolescents chahutent. Qui sait comment il a eu cette marque? Le ton de Strickmore se durcit légèrement. Maintenant, s'il n'y a rien d'autre, Stéphane se leva lentement. Ce n'est pas fini, commissaire. Non. Le sourire de Strickmore revint. Froid comme l'hiver. Je pense que si. Passez une bonne journée, monsieur Holloway. En traversant le commissariat, il entendit des ricanements d'un groupe d'agents près de la salle de pause. Il capta des fragments de leur conversation, a remis le gamin à sa place, et leur a montré qui est le patron. Ils se turent à son passage, mais leurs sourires narquois restèrent. Le soleil du matin était devenu dur au moment où Stéphane atteignit sa voiture. Il s'assit derrière le volant, traitant tout ce qu'il avait vu et entendu. Le système de sécurité volé, le rejet de Strickmore, la moquerie ouverte des agents. Cela brossait un tableau clair. Il ne s'agissait pas seulement d'un policier raciste perdant son sang-froid. L'ensemble du département était uni pour protéger les siens, maintenant son pouvoir par l'intimidation et les dissimulations. Stéphane se gara dans son allée, son esprit cataloguant déjà les ressources et les stratégies. La gendarmerie locale s'était révélée être un front uni de corruption. Faire tomber Riquer ne serait pas suffisant. L'ensemble du système devait être exposé et démantelé. Le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres sur le trottoir alors que Lucas et ses amis rentraient de l'école. Leur bavardage animé habituel s'était transformé en murmure nerveux depuis qu'ils avaient repéré la voiture de gendarmerie deux pâtés de maison plus loin, roulant au pas derrière eux. « Continuez à marcher », murmura Jules, l'un des amis de Lucas. « Ne vous retournez même pas. » Mais Lucas ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil par-dessus son épaule. À travers le pare-brise de la voiture de patrouille, il vit le visage de l'agent Riquer, dur et méchant, les yeux rivés sur lui. Les mains de l'agent agrippaient le volant si fort que ses jointures blanchissaient. Le cœur de Lucas battait la chamade dans sa poitrine, son visage lui piquait encore là où Riquer l'avait frappé la veille, le souvenir lui nouant l'estomac. Il accéléra le pas et ses amis firent de même sans un mot. La voiture de patrouille maintenait sa distance, son moteur ronronnant comme un prédateur. Lorsqu'ils atteignirent le coin où Jules et leur autre ami Nathan se séparaient habituellement pour prendre leur rue, les deux garçons hésitèrent. « On peut te raccompagner jusqu'au bout », proposa Nathan, la voix basse. Lucas secoua la tête. « Je ne suis qu'à 2 pâtés de maison de chez moi. »« Allez-y. » Ses amis tournèrent à contre-cœur dans leur rue, laissant Lucas seul avec la voiture de gendarmerie qui rôdait derrière lui. Ses paumes étaient moites autour des bretelles de son sac à dos alors qu'il marchait les derniers pâtés de maison, sentant les yeux de Riquer lui perforer le dos tout le long du chemin. Quand Lucas atteignit enfin son allée, la voiture de patrouille passa lentement. Le visage de Riquer apparut à la vitre latérale, son expression promettant que ce n'était pas fini. Puis il accéléra, laissant Lucas tremblant sur son perron. À l'intérieur, Stéphane leva les yeux de son ordinateur portable alors que Lucas faisait irruption par la porte. Un regard sur le visage de son fils lui dit tout ce qu'il avait besoin de savoir. « Riquer ?» demanda Stéphane tranquillement. Lucas hocha la tête, laissant tomber son sac à dos. « Il nous a suivis en rentrant de l'école. » N'a rien dit, juste regardé. Stéphane traversa la pièce et posa ses mains sur les épaules de Lucas. C'est ce que font les brutes quand elles ont peur. Elles essaient d'intimider les gens pour les faire taire. Mais nous n'allons pas nous taire. Je sais, dit Lucas, mais sa voix tremblait. C'est juste il a un insigne et une arme, et tout le monde au commissariat le soutient. Regarde-moi, dit fermement Stéphane. Lucas leva les yeux pour rencontrer le regard stable de son père. Il a un insigne, mais j'ai la loi. La vraie loi, pas leur version tordue. Et je te le promets, mon fils, il ne va pas gagner cette bataille. Lucas réussit un petit sourire, puisant de la force dans la certitude de son père. Merci, papa. Dans la cuisine, Stéphane retourna à son ordinateur portable où des dizaines de messages privés remplissaient sa boîte de réception. Des gens qui étaient dans le bistrot pendant l'agression le contactaient, mais seulement en secret. Il a déjà fait ça, disait un message. Mon neveu lui a répondu l'année dernière et a eu le même traitement. Nous n'avons rien pu prouver. Un autre déclarait, j'ai tout vu, mais je ne peux pas me manifester. Mon mari travaille pour la ville.
Il trouverait une raison de le renvoyer. Message après message racontait des histoires similaires. Des témoins de la brutalité de Ricker, des victimes de son agression, tous trop effrayés par les représailles pour parler publiquement. Stéphane documenta soigneusement chaque récit, construisant un schéma d'abus qui remontait à des années. Valérie rentra de son service au centre médical et trouva Stéphane toujours devant son ordinateur portable. Elle lut par-dessus son épaule, son expression devenant de plus en plus préoccupée à chaque message. « Stéphane, dit-elle doucement. Ces gens ont peur pour de bonnes raisons. Le département n'a clairement aucune limite. Qu'est-ce qui les empêchera d'aller plus loin ?» Stéphane se tourna vers sa femme. « C'est exactement pourquoi nous ne pouvons pas reculer. Chaque personne qui m'a écrit vit dans la peur de ses propres forces de l'ordre. Lucas vit dans la peur. Combien d'autres enfants doivent être terrorisés avant que quelqu'un ne se lève? Je sais. » Valérie soupira. « Je m'inquiète juste de ce qu'il pourrait faire ensuite. Suivre Lucas à la maison. C'est une menace, pure et simple. C'est aussi la preuve qu'ils deviennent désespérés. » Stéphane ferma son ordinateur portable. Ils sont habitués à ce que les gens reculent, détournent le regard. Nous n'allons pas faire ça. Promets-moi juste que tu seras prudent, dit Valérie. Nous avons besoin de justice, mais nous avons aussi besoin de toi en sécurité. Stéphane la serra dans ses bras. Je suis toujours prudent. C'est pourquoi je suis bon dans mon travail. Plus tard cette nuit-là, alors que la famille suivait sa routine du coucher, Lucas s'arrêta à la fenêtre de sa chambre. Papa. Stéphane le rejoignit, suivant le regard de son fils vers la rue en contrebas. Une voiture banalisée aux vitres teintées était à l'arrêt sur le bord de la route, son moteur tournant. Après un long moment, elle s'éloigna lentement, disparaissant dans l'obscurité. Une autre tentative d'intimidation, dit calmement Stéphane, bien que sa mâchoire se soit crispée. Ils veulent que nous regardions par-dessus nos épaules, que nous sursautions à la moindre ombre. Est-ce que ça marche? Demanda Lucas tranquillement. Stéphane serra l'épaule de son fils. Non, ça nous montre juste à quel point ce combat est important. Les gens qui abusent de leur pouvoir comptent sur la peur pour les protéger. Mais la peur ne fonctionne que si nous la laissons faire. Lucas hocha la tête, se redressant. Je ne la laisserai pas faire. C'est mon garçon. Stéphane serra Lucas dans une étreinte rapide. Dors bien. Demain est un autre jour, et nous ne reculons pas. Après que Lucas fut au lit, Stéphane se tint à la fenêtre de sa propre chambre, regardant la rue vide où la voiture banalisée s'était trouvée. Dans la vitre, il pouvait voir le reflet de Valérie alors qu'elle se préparait pour la nuit. Ses mouvements trahissaient sa tension. « Il nous surveille, dit-elle doucement. »« Bien, » répondit Stéphane. « Qu'il regarde. Qu'il voit exactement à quoi ça ressemble quand quelqu'un s'oppose à leur corruption. Parce que ce n'est que le début. » Stéphane était assis dans son bureau à domicile alors que l'aube pointait, la douce lumière filtrant à travers les stores. Le café refroidissait à côté de son clavier alors qu'il passait en revue ses notes de cas, ses feuilles de calcul et les déclarations des témoins de l'incident du bistrot. Le schéma était clair. Les autorités locales bloqueraient toutes les voies officielles. Il se pencha en arrière dans son fauteuil, se frottant les yeux fatigués. 20 ans de travail dans les services d'enquête fédéraux lui avaient appris une chose, quand les portes d'entrée sont verrouillées, trouver une autre voie d'accès. La preuve vidéo avait disparu, mais cela signifiait simplement qu'il devait monter un autre type de dossier. Son téléphone vibra. Un SMS de Madame Monique Patterson, une femme âgée qui était au bistrot. « Pouvons-nous parler ? » Pas chez moi. Quelque part de privé. Stéphane répondit, suggérant la salle d'études de la bibliothèque municipale. Alors qu'il tapait, un autre message arriva d'un autre voisin. Puis un autre. Les gens voulaient parler, mais pas publiquement. Valérie apparut dans l'embrasure de la porte, toujours dans sa tenue d'infirmière de son service de nuit. « As-tu dormi du tout ? » Impossible, dit Stéphane, lui montrant les messages. Trop de gens me contactent. C'est plus profond que nous le pensions. Que veux-tu dire ? Elle s'assit sur le bord de son bureau, l'inquiétude gravée sur ses traits. Ricker fait ça depuis des années, mais ce n'est pas seulement lui. Il y a tout un système qui le protège. Stéphane afficha un document. Regarde ça.
Chaque plainte contre lui est acheminée vers le juge Michel Matthews. Chaque plainte. Et Matthews les rejette toutes pour manque de preuves ou motifs insuffisants. Ce n'est pas une coïncidence, dit Valérie. Non, ça ne l'est pas. Et je parie que si nous creusons plus profondément, nous trouverons des liens entre Matthews, les hauts gradés de la gendarmerie et les politiciens locaux. Stéphane se leva, arpentant le petit bureau. Il ne s'agit plus seulement de ce qui est arrivé à Lucas. Il s'agit de tous ceux qui ont été réduits au silence. Stéphane. La voix de Valérie contenait un avertissement. Fais attention. Ces gens ont du pouvoir et ils nous surveillent déjà. C'est exactement pourquoi il faut les arrêter. Il lui montra un autre message. Le petit-fils de Madame Patterson. Ricker lui a cassé le bras lors d'une arrestation il y a 2 ans. A prétendu que le gamin résistait. Aucun témoin ne s'est manifesté parce qu'ils avaient peur. Parce qu'ils savaient que rien ne changerait. Stéphane se rassit, son expression se durcissant. Mais quelque chose est différent maintenant. Les gens se manifestent. Ils ont juste besoin de quelqu'un qui peut les protéger pendant qu'ils racontent leurs histoires. Valérie lui toucha l'épaule. Et c'est toi. Ce sont les services d'enquête fédéraux. Une fois que j'aurai assez de preuves de corruption systématique. Cela deviendra une affaire fédérale. Les autorités locales ne peuvent pas arrêter ça. Il passa les heures suivantes à rencontrer des gens dans des coins tranquilles de la bibliothèque. Madame Patterson apporta des photos des blessures de son petit-fils. Monsieur Antoine Rodriguez, un enseignant à la retraite, décrivit avoir vu Ricker harceler des élèves hispaniques devant le lycée. Chaque histoire s'ajoutait à la précédente, révélant un schéma d'abus protégé par l'indifférence officielle. Le juge Matthews a rejeté ma plainte sans même la lire, dit Madame Patterson, ses mains tremblant. A dit que je n'avais aucune preuve au-delà de la parole de mon petit-fils. Et les dossiers de l'hôpital ? Demanda Stéphane. Ont disparu du dossier, tout comme ces images de sécurité du bistrot. Stéphane documenta tout méticuleusement, construisant une chronologie d'incidents similaires. Le même juge, les mêmes preuves manquantes, les mêmes témoins trop effrayés pour parler publiquement. De retour à la maison des Holloway, il créa un dossier numérique sécurisé, chiffrant chaque témoignage. Lucas passa devant le bureau, s'arrêtant dans l'embrasure de la porte. « D'autres personnes parlent de Ricker ?» demanda-t-il. Stéphane hocha la tête. « Tu n'es pas seul, mon fils. Il a blessé beaucoup de gens. Mais ils commencent à trouver leur voie. À cause de ce qui m'est arrivé ? Parce qu'il est temps. » Stéphane croisa le regard de son fils. Parfois, il faut un incident pour briser le silence. Mais il ne s'agit pas seulement de le faire payer pour t'avoir frappé. Il s'agit de s'assurer qu'il ne peut plus blesser personne d'autre. Lucas réfléchit à cela. Tout le système est corrompu, n'est-ce pas ? Des parties le sont, des parties profondes. Mais les systèmes peuvent être changés si vous savez comment les démanteler. Et tu sais comment faire. Stéphane s'autorisa un petit sourire. C'est pour ça que j'ai été formé. La corruption prospère dans l'obscurité. Nous allons projeter une lumière si vive qu'ils ne pourront plus se cacher. Valérie apparut derrière Lucas, enlaçant leur fils d'un bras. Rappelle-toi juste ce que nous risquons, dit-elle à Stéphane. Ces gens ne jouent pas franc jeu. Je sais. Stéphane se retourna vers son ordinateur. C'est pourquoi nous devons être plus intelligents, plus patients, monter un dossier qu'ils ne peuvent ni enterrer ni rejeter. Il travailla toute la matinée, cartographiant les liens entre les incidents, identifiant des schémas dans la manière dont les plaintes étaient traitées. Chaque témoignage ajoutait une autre pièce au puzzle, révélant non seulement des actes d'abus individuels, mais un système coordonné de protection. En début d'après-midi, Stéphane avait compilé suffisamment de preuves préliminaires pour justifier une enquête plus approfondie, non seulement sur Ricker, mais aussi sur le juge Matthews, la direction de la gendarmerie et toute autre personne impliquée dans le maintien de leur structure de pouvoir corrompue. Je sors, dit-il à Valérie, rassemblant ses dossiers. J'ai encore quelques personnes à voir. Elle attrapa son bras. Promets-moi que tu fais attention. Toujours. Il l'embrassa sur la joue. Ce n'est que le début. Ils pensent pouvoir nous intimider pour nous faire taire, mais ils ne comprennent pas à qui ils ont affaire. Et c'est-à-dire ?
quelqu'un qui sait comment combattre la corruption de l'intérieur. Il vérifia son téléphone, notant 3 autres messages de membres de la communauté voulant parler. Ils s'en sont tirés pendant des années parce que personne n'avait le pouvoir de les arrêter. Ça change maintenant. Stéphane se dirigea vers la porte, les dossiers du cas en sécurité dans sa mallette. Le travail de la matinée avait confirmé ce qu'il soupçonnait. Il ne s'agissait pas seulement d'un mauvais agent ou d'un juge corrompu. Il s'agissait de démanteler tout un système bâti sur l'intimidation et l'abus de pouvoir. Stéphane se tenait sous le soleil de fin d'après-midi devant l'épicerie du pont, observant les clients se dépêcher avec leurs sacs. Madame Françoise Jenkins s'approcha prudemment, regardant par-dessus son épaule avant de s'arrêter près de lui. Ses cheveux gris étaient tirés en arrière, ses mains triturant la sangle de son sac à main. « Merci de me rencontrer », dit Stéphane tranquillement. Elle hocha la tête, ses yeux balayant le parking. « Je ne devrais pas être ici, mais après ce qui est arrivé à votre garçon, sa voix tremblait. Prenez votre temps. Dites-moi ce que vous avez vu. » Madame Jenkins prit une inspiration tremblante. Ma fille travaillait à la station-service de la rue des Pins. Ricker venait tard le soir quand elle était seule, se tenait trop près, faisait des commentaires, la suivait parfois jusqu'à sa voiture. Stéphane sortit son carnet, notant les détails. C'était quand? L'été dernier. Elle a démissionné après 2 mois. N'en pouvait plus. Madame Jenkins se tordit les mains. Nous avons essayé de nous plaindre à son supérieur. Le lendemain, Ricker se présente chez nous, dit qu'il fait une vérification de routine sur une activité suspecte dans le quartier. Il est juste resté là, souriant narquoisement. Avez-vous déposé une plainte formelle? On a commencé, mais le juge Matthews, elle secoua la tête. L'entreprise de mon mari dépend des permis locaux. Nous avons compris le message. Stéphane remarqua que ses mains tremblaient. Je peux vous protéger si vous faites une déclaration officielle. Non. Le mot sortit brusquement, craintif. Je ne devrais même pas vous parler. Il surveille tout dans cette ville. Ma fille a déménagé à cause de lui. Je suis juste contente qu'elle soit en sécurité maintenant. D'autres se sont manifestés, dit doucement Stéphane. Ensemble, nous pouvons arrêter cela. Vous ne comprenez pas. Madame Jenkins jeta un coup d'œil à une voiture de gendarmerie qui passait. Ce n'est pas seulement Ricker. Tout le département le soutient. Le juge rejette les plaintes. La mairie perd les papiers. Ils sont tous connectés. C'est exactement pourquoi cela doit cesser. Elle recula, serrant son sac à main. Je suis désolé pour votre fils. Vraiment. Mais je ne peux rien signer. Je ne peux pas témoigner. S'il vous plaît, ne me contactez plus. Stéphane la regarda se dépêcher vers sa voiture, les épaules voûtées. La peur dans cette ville était comme un brouillard épais, étouffant les voix des gens. Il avait déjà vu ça dans des affaires de corruption. Comment le pouvoir se tordait en eux. Comment les menaces devenaient des chuchotements, puis le silence. Plus tard dans l'après-midi, il entra dans le commissariat de police. Un autre formulaire de plainte formelle à la main. Le sergent de l'accueil leva à peine les yeux. « Mettez-le dans la boîte », dit-il d'une voix traînante, montrant un panier débordant. « J'en ai déposé un hier aussi », dit Stéphane. Il semble avoir été égaré. Le sergent haussa les épaules. Retard de traitement. Beaucoup de paperasse ces jours-ci. Je suis sûr que vous le retrouverez. Stéphane plaça le nouveau formulaire directement sur le bureau. Je continuerai à en déposer jusqu'à ce qu'un soit traité. Comme vous voulez. Le sergent balaya le formulaire dans un tiroir. Ça pourrait prendre des semaines, voire des mois. Le système est vraiment surchargé. Stéphane reconnut le jeu. Retarder. Obstruer. Perdre des documents. Attendre que les gens abandonnent. Mais il n'était pas comme la plupart des gens. Je reviendrai demain, dit-il agréablement. Et le jour d'après, et le jour d'après. L'expression du sergent se durcit. Vous devriez peut-être reconsidérer ça. Les plaintes persistantes peuvent être frustrantes pour toutes les personnes impliquées. Stéphane soutint son regard. Est-ce une menace, sergent? Juste un conseil amical. Le sergent se détourna.
Suivant. En rentrant chez lui, Stéphane catalogua mentalement les interactions de la journée. Le témoin craintif, le sergent obstructif, les menaces implicites, toutes des pièces du puzzle plus large. Il se gara dans son allée, remarquant immédiatement le papier blanc scotché à sa porte d'entrée. Le message était tapé. Pas de signature. Laisse tomber. Certaines choses sont mieux laissées de côté. Il photographiait la note quand Lucas rentra de l'entraînement de basket. C'est quoi ça? Demanda son fils, la peur s'insinuant dans sa voix. Stéphane retira rapidement le papier. Rien d'inquiétant. Juste des gens qui n'aiment pas qu'on leur pose des questions. Sommes-nous en danger? Lucas se rapprocha de son père. Peut-être qu'on devrait arrêter. Juste laisser tomber. Non. Stéphane passa son bras autour des épaules de Lucas. C'est exactement ce qu'ils veulent. Ils pensent que la peur les protégera. Mais la peur ne fonctionne que si nous la laissons faire. À l'intérieur, il ajouta la note d'avertissement à son dossier grandissant. Le message menaçant, le récit de Madame Jenkins, l'obstruction du sergent. Chaque incident renforçait le schéma de corruption institutionnelle. Mais il lui fallait plus. Des preuves qui ne pouvaient être ni enterrées ni rejetées. Lucas s'attarda dans l'embrasure de la porte de son bureau. Et s'ils font quelque chose de pire que des notes? Alors ils prouveront exactement pourquoi ils doivent être arrêtés. Stéphane leva les yeux de son travail. Je sais que tu as peur, mais fuir les brutes ne fait que les rendre plus audacieuses. Fais-moi confiance pour gérer ça. Je te fais confiance. Lucas hésita. Mais tout le monde a peur aussi. Madame Patterson a arrêté de me parler à l'église. Monsieur Rodriguez a traversé la rue quand il m'a vu arriver. La peur est contagieuse, dit Stéphane. Mais le courage aussi. Une personne se lève, puis une autre, puis une autre. C'est comme ça que le changement se produit. Il passa l'heure suivante à mettre à jour ses dossiers, croisant les dates et les noms. La note d'avertissement rejoignit des dizaines d'autres incidents d'intimidation documentés. Le schéma était clair, mais il lui fallait quelque chose de concret. Une preuve qui ne pouvait être ni perdue ni expliquée. Son téléphone vibra. Numéro inconnu. Le message était bref. Nous devons parler. Je peux aider. Stéphane gara sa voiture banalisée derrière la vieille station-service abandonnée sur la route de Miller. Phares éteints. Le soleil couchant projetait de longues ombres sur le bitume fissuré, peignant le terrain vague de nuances d'orange et de gris. Il vérifia ses rétroviseurs. Aucun autre véhicule en vue. L'adjoint Philippe Navarro sortit de derrière le bâtiment, marchant rapidement, la tête baissée. Il n'était pas en uniforme, portant à la place une simple veste marron et un jean. À quelques pas d'intervalle, il jetait un coup d'œil par-dessus son épaule. Stéphane sortit de sa voiture. Adjoint. Agent Holloway. La voix de Philippe était à peine un murmure. Il resta près de l'ombre du bâtiment. Merci d'être venu seul. Vous avez dit que vous pouviez aider. Philippe passa une main dans ses cheveux, déplaçant son poids d'un pied sur l'autre. Ce que je m'apprête à vous dire, ce que je m'apprête à partager, ça pourrait mettre fin à ma carrière, ou pire. Je comprends les risques, dit Stéphane. Et je peux vous protéger. Un rire amer s'échappa des lèvres de Philippe. Comme vous avez protégé votre fils? Sans vouloir vous offenser, monsieur, mais vous ne savez pas à qui vous avez affaire ici. C'est profond. Vraiment profond. Alors, aidez-moi à comprendre. Philippe regarda de nouveau autour de lui avant de continuer. Ce n'est pas seulement Ricaire. Il n'est que l'exécuteur, le visage visible. Tout le département fonctionne sur la corruption. Depuis des années. Expliquez. Les preuves disparaissent. Les rapports sont réécrits. Les plaintes s'évanouissent. Les mots de Philippe sortaient plus vite maintenant, comme s'il les avait retenus pendant des années. Ces images de caméras de bord montrant une force excessive? Dysfonctionnement technique. Les déclarations de témoins sur le harcèlement? Perdu lors du traitement. L'argent de la drogue saisi lors des descentes? N'arrive jamais au scellé. Stéphane sortit son carnet. Depuis combien de temps le savez-vous? Depuis ma première année.
J'ai essayé de parler une fois, au début. Philippe remonta sa manche, révélant une cicatrice fanée. 2 jours plus tard, je me suis fait agresser sur le parking. 3 types masqués ont dit que la prochaine fois, ils feraient pire. Les images du bistrot, dit Stéphane. Que s'est-il vraiment passé? Philippe jeta un coup d'œil au ciel qui s'assombrissait. Ricker et le sergent Mills sont entrés cette nuit-là, ont désactivé le système, ont pris le disque. Procédure standard quand on n'a besoin que des preuves disparaissent. Mais, il plongea la main dans la poche de sa veste, les mains tremblant légèrement. Mais c'est moi qui gère les téléchargements numériques. Avant qu'ils ne prennent le disque, j'ai tout copié sur un compte cloud sécurisé, puis je l'ai téléchargé ici. Il brandit une petite clé USB. Chaque angle, clair comme de l'eau de roche, montre exactement ce que Ricker a fait à votre fils. Stéphane garda sa voix stable. Pourquoi me montrez-vous cela maintenant? Parce que j'en ai marre. Les épaules de Philippe s'affaissèrent. Marre de les voir blesser des gens. Marre d'en faire partie. J'attendais que quelqu'un avec une véritable autorité les fasse tomber. Quelqu'un qu'ils ne peuvent pas toucher. Personne n'est intouchable, adjoint. Ils pensent qu'ils le sont. Le commissaire, le juge, le bureau du maire. Ils sont tous connectés. Se couvrent les uns les autres. Partagent les profits. Philippe tendit la clé. Mais ça, ils ne peuvent pas l'enterrer. Pas si ça vient d'un agent fédéral. Stéphane prit la clé avec précaution. J'aurais besoin que vous témoigniez. Non. Philippe recula. Je vous ai donné la preuve. C'est tout ce que je peux faire. S'il découvre que j'ai fuité quoi que ce soit, sa voix se brisa. J'ai une famille, moi aussi. Nous pouvons vous protéger. Protection des témoins. Vous ne comprenez pas. Les yeux de Philippe étaient écarquillés de peur. Ils ont des gens partout. À l'hôpital, dans le système scolaire, dans les commerces locaux. Un mot d'eux et ma vie ici est finie. La vie de mes enfants. Une voiture passa sur l'autoroute lointaine. Les 2 hommes se pressèrent instinctivement plus près de l'ombre du bâtiment. Laissez-moi au moins documenter votre déclaration, dit Stéphane. Officieusement pour l'instant. Philippe secoua la tête. La vidéo en montre assez. Heure, date, numéro d'insigne, tout y est. Mais je n'étais jamais là, je ne vous ai jamais parlé, je ne vous ai jamais rien donné. Adjoint, s'il vous plaît, Philippe reculait déjà. Faites juste que ça compte. Faites et payez, mais laissez-moi en dehors de ça. Stéphane le regarda disparaître au coin du bâtiment, ses pas s'estompant dans l'obscurité grandissante. La clé USB semblait lourde dans sa main. Petite mais puissante, comme une arme chargée. Il remonta dans sa voiture, mit le moteur en marche mais garda les phares éteints. La clé devrait être vérifiée, authentifiée. Il devrait prouver la chaîne de possession, établir ses origines sans compromettre Philippe. Mais si les images étaient intactes, une voiture de patrouille passa sur la route principale. Stéphane attendit que ses feux arrière disparaissent avant de s'engager. Il prit un itinéraire détourné pour rentrer chez lui, vérifiant fréquemment ses rétroviseurs, guettant les suiveurs. Les rues étaient calmes, les maisons éclairées de l'intérieur alors que les familles s'installaient pour la soirée. Des vies normales dans une ville pourrie de l'intérieur. Combien d'autres comme Philippe y avait-il? Combien voyaient la corruption mais se taisaient par peur? Sa prise se resserra sur le volant. La clé USB reposait en sécurité dans sa poche intérieure, pressée contre sa poitrine. Après des jours d'impasse et de menaces, enfin quelque chose de solide. Quelque chose qu'il ne pourrait pas faire disparaître avec des retards bureaucratiques ou des cambriolages nocturnes. Il pensa à Lucas, à la marque rouge que la main de Ricker avait laissée sur le visage de son fils, à Madame Jenkins et sa fille, à la cicatrice de Philippe, à tous les autres qui avaient été réduits au silence. La preuve dans sa poche ne concernait pas seulement une agression dans un bistrot. Il s'agissait de briser un système bâti sur la peur. Stéphane tourna dans sa rue, scrutant les véhicules inconnus avant de se garer dans son allée. La maison était chaude de lumière, l'ombre de Lucas passant devant une fenêtre à l'étage. Il toucha la poche contenant la clé une dernière fois avant de sortir de la voiture. L'espoir était une chose dangereuse dans une ville corrompue. Mais ce soir, au moins, il semblait justifié.
Stéphane était assis à son bureau tôt le lendemain matin, les doigts planant au-dessus du clavier de son ordinateur portable. La clé USB de Philippe semblait porter le poids de tous les secrets de la ville. Il la brancha, retenant son souffle pendant que les fichiers se chargeaient. Le lecteur vidéo s'ouvrit. Des images d'une clarté cristalline remplirent son écran. Plusieurs angles montrant l'intérieur du bistrot. Il cliqua sur lecture, sa mâchoire se crispant alors qu'il regardait la scène se dérouler à nouveau. L'arrogance de Ricker en entrant. Lucas et ses amis riant de leurs propres blagues. Le moment où le visage de Ricker se tordit de rage. Le claquement sec de la gifle. L'horodatage était clair. Les métadonnées intactes. Chaque angle montrait la même agression non provoquée. Dieu merci, murmura-t-il, créant immédiatement plusieurs sauvegardes sur ses disques durs fédéraux sécurisés. Il ne laisserait pas cette preuve disparaître comme l'original. Stéphane rédigea un email à Isabelle Martinez, son contact au ministère de la Justice, division des droits civiques. Il joignit les images ainsi que ses notes de cas préliminaires documentant les tentatives de dissimulation ultérieures. Son téléphone sonna 20 minutes plus tard. Stéphane. La voix d'Isabelle était empreinte d'inquiétude. Je viens de regarder les images. Agression claire d'un mineur. Abus de pouvoir. Absolument aucune provocation. Nous commençons l'examen immédiatement. Le département local supprime activement les preuves, dit Stéphane. Ils ont déjà tenté de détruire l'enregistrement original. Documentez tout. Je mets ce dossier en priorité. Des papiers bruissèrent en arrière-plan. Nous devrions avoir une autorisation préliminaire d'intervention d'ici quelques jours. Un soulagement l'envahit. Merci, Isabelle. Ne me remerciez pas encore. Continuez à monter votre dossier. Et Stéphane, surveillez vos arrières. Les agents comme celui-ci deviennent désespérés lorsqu'ils sont acculés. Comme pour prouver ses dires, son téléphone vibra avec un SMS de l'ami de Lucas, Hugo, juste après le déjeuner. Ricker nous a suivis depuis l'école, nous a fait arrêter de marcher, a dit qu'on ferait mieux d'oublier ce qu'on a vu ou sinon. Les mains de Stéphane se crispèrent. Il appela Hugo immédiatement, sa voix calme malgré sa colère. Raconte-moi exactement ce qui s'est passé. Il s'est arrêté dans sa voiture de gendarmerie, la voix d'Hugo tremblait. Il nous a fait rester là pendant qu'il parlait de la façon dont les souvenirs peuvent être des choses délicates et qu'il est plus sûr d'oublier. Il a dit qu'il détesterait nous voir nous blesser parce que nous nous souvenions mal. Êtes-vous en sécurité maintenant? Oui, ma mère est venue nous chercher. Mais Lucas, Hugo fit une pause. Il a vraiment peur, monsieur Holloway. On a tous peur. Stéphane assura à Hugo qu'il faisait ce qu'il fallait en le signalant, puis appela Sandrine au bistrot. Elle répondit en chuchotant. Ils sont encore là, dit-elle. 2 agents font une autre inspection de routine. La 3e fois cette semaine. Ils examinent mes permis, me menacent de violation. Documentez tout, lui dit Stéphane. Prenez des photos si vous pouvez le faire en toute sécurité. Nous construisons un schéma. Il passa l'après-midi dans son bureau à fouiller dans les archives publiques. Les rapports de dépenses du département montraient des irrégularités, des achats d'équipements qui n'étaient jamais arrivés, des frais de maintenance pour des véhicules qui n'existaient pas, des heures supplémentaires payées pour des services qui ne pouvaient être vérifiés. Il créa une feuille de calcul suivant chaque transaction douteuse. Valérie le trouva encore en train de travailler quand elle rentra de son service à la clinique. Elle posa une tasse de café sur son bureau. Lucas est à l'étage, dit-elle doucement. Il a à peine touché à son dîner. Il a dit qu'il continue de voir la voiture de Ricker partout où il va. Stéphane se frotta les yeux. Il essaie d'être courageux. Mais il a 15 ans, Stéphane. Il ne devrait pas avoir à être courageux juste pour aller à l'école. Elle lui serra l'épaule. Dis-moi qu'il y a de bonnes nouvelles. Le ministère de la Justice examine le dossier. La preuve vidéo est solide. Il lui montra sa feuille de calcul financière. Et cela pourrait prouver une corruption systématique, des fonds manquants, de faux rapports, d'éventuels pots de vin. Sois prudent, dit-elle. Plus tu en trouves, plus ils deviennent dangereux. Je sais. Il couvrit sa main de la sienne. Mais nous ne pouvons pas reculer maintenant. Pas seulement pour Lucas,
mais pour tous ceux qu'ils ont blessés. Je sais. Elle l'embrassa sur le front. Rappelle-toi juste qu'ils ne reculent devant rien. Ces hommes ont bâti leur carrière sur l'intimidation. Son téléphone sonna de nouveau. Isabelle du ministère de la Justice. Stéphane, le comité d'examen vient de terminer son évaluation préliminaire. C'est exactement le genre d'affaire que nous attendions. Preuves claires, violations multiples, signes d'abus systémiques. Nous rédigeons les documents d'intervention maintenant. Délai ? Des jours, pas des semaines. Nous aurons besoin des déclarations de témoins, de vos dossiers financiers, de tout ce que vous avez rassemblé. Mais Stéphane, sa voix s'adoucit, ça s'annonce prometteur. Vraiment prometteur. Il la remercia et raccrocha, laissant échapper un long soupir. À l'étage, il pouvait entendre Lucas bouger dans sa chambre, probablement en train d'essayer de finir ses devoirs tout en regardant par-dessus son épaule. Dehors, l'obscurité tombait sur leur rue tranquille où les phares de n'importe quelle voiture de passage pouvaient appartenir à ceux qui avaient juré de protéger ou à ceux déterminés à intimider. Stéphane se retourna vers son ordinateur, ajoutant un autre paiement suspect à sa feuille de calcul. Les preuves s'accumulaient. Les rouages de la justice se mettaient enfin en marche. Mais jusqu'à ce que l'autorisation finale arrive, sa famille restait vulnérable. Il devrait être méthodique, minutieux et, par-dessus tout, prudent. Il pensa à Philippe qui risquait tout pour partager ses images. À Sandrine qui tenait bon malgré le harcèlement répété. À Lucas qui essayait de rester fort tout en regardant par-dessus son épaule. Ils comptaient tous sur lui pour monter un dossier en béton. Le curseur clignotait sur son écran, attendant la prochaine entrée. Dehors, une voiture passa lentement, ses phares balayant le mur de son bureau. Stéphane continua de travailler, documentant chaque abus de pouvoir, chaque irrégularité financière, chaque tentative d'intimidation. La vérité se reconstituait, pièce par pièce accablante. La lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres de la cuisine alors que Stéphane rassemblait sa famille pour le petit déjeuner. Lucas était assis, picorant son toast, tandis que Valérie versait du café. La tension qui avait saisi leur maison pendant des jours semblait légèrement plus légère ce matin. « J'ai de bonnes nouvelles », dit Stéphane, observant le visage de son fils. « Le ministère de la Justice examine notre dossier. Ils ont vu la preuve vidéo. » Lucas leva les yeux, une lueur d'espoir dans son regard. « Vraiment ? Ils nous croient ? » ?»« Oui. » Stéphane tendit la main sur la table pour serrer la sienne. « Isabelle, mon contact là-bas, dit que c'est exactement le genre d'affaire qu'il recherche. Preuve claire d'abus de pouvoir, violations multiples. Que se passe-t-il ensuite ? Demanda Valérie, s'asseyant avec son café. Il rédige les documents d'intervention maintenant. Une fois que ce sera approuvé, ils lanceront une enquête formelle. Stéphane sourit à Lucas. Cela signifie que Riquer et tous ceux qui ont aidé à couvrir cette affaire devront faire face à de réelles conséquences. Combien de temps ? La voix de Lucas était calme mais ferme. Quelques jours, selon Isabelle. Ils accélèrent le processus. Stéphane sortit son téléphone, leur montrant un email. Regardez, ils demandent déjà toute ma documentation, les déclarations de témoins, les dossiers financiers, tout ce que j'ai rassemblé. Pour la première fois depuis des jours, les épaules de Lucas se détendirent légèrement. Alors ils ne peuvent plus le faire disparaître. Non, mon fils. C'est fédéral maintenant. Bien au-dessus de leur tête. Stéphane regarda le soulagement envahir le visage de son fils. La vérité éclatait enfin. Au milieu de la matinée, des rumeurs circulaient dans la ville. Stéphane reçut un appel de Sandrine au bistrot. Les agents qui me harcelaient ne sont pas venus aujourd'hui, dit-elle. Et je viens d'entendre des clients parler de possibles suspensions à venir au département. Est-ce vrai ? Rien d'officiel pour le moment, dit Stéphane prudemment. Mais le changement arrive. Vers l'heure du déjeuner, il aperçut Riquer en patrouille alors qu'il se rendait à la poste. L'arrogance habituelle de l'agent avait disparu, remplacée par des épaules tendues et des regards fuyants. Quand il vit la voiture de Stéphane, il tourna rapidement dans une rue adjacente. Le téléphone de Stéphane vibra avec un SMS de Philippe. Entendu des rumeurs sur une enquête fédérale. Prêt à témoigner si nécessaire. J'ai plus de documents à partager.
Reste en sécurité, lui répondit Stéphane par SMS. Garde tout en lieu sûr. Je te contacterai quand le moment sera venu. Il passa l'après-midi à organiser ses dossiers, s'assurant que chaque preuve était correctement documentée et sauvegardée. Dossier financier montrant des paiements suspects, déclaration de témoins décrivant des années d'abus, photos du système de sécurité endommagé au bistrot, les images vidéo elles-mêmes avec toute leur clarté accablante. Valérie appela de la clinique pendant sa pause. L'atmosphère en ville semble différente aujourd'hui, dit-elle. Comme si tout le monde retenait son souffle, attendant que quelque chose se passe. Les gens en ont marre d'avoir peur, répondit Stéphane. Une fois qu'ils verront de véritables actions entreprises, d'autres se manifesteront. Lucas m'a envoyé un SMS plus tôt. Il a dit que la voiture de Ricker n'était nulle part près de l'école aujourd'hui. Il commence à être nerveux. Commence à réaliser qu'ils ne peuvent pas s'en sortir par l'intimidation cette fois-ci. Ce soir-là, les Holloway s'assirent pour le dîner ensemble. La tension constante des dernières semaines s'était apaisée, remplacée par un optimisme prudent. Lucas sourit même quand Valérie lui posa des questions sur son test d'histoire. J'ai pu me concentrer aujourd'hui, dit-il, se servant une deuxième fois de pâte. Je n'ai pas arrêté de regarder par-dessus mon épaule. Les choses vont s'améliorer, promit Stéphane. La vérité finit toujours par éclater. Parfois, elle a juste besoin d'un petit coup de main. Ils s'attardèrent à table plus longtemps que d'habitude, partageant des histoires et de petites blagues. Le poids de la peur qui les avait oppressés semblait plus léger. Même la rue à l'extérieur semblait moins menaçante. Les voitures qui passaient n'étaient plus que des voitures, pas des menaces potentielles. Après le dîner, Lucas travailla sur ses devoirs à la table de la cuisine au lieu de se cacher dans sa chambre. Valérie fredonnait en chargeant le lave-vaisselle. Stéphane passa en revue ses dossiers une dernière fois, s'assurant que tout était prêt pour une soumission formelle. Papa. Lucas leva les yeux de son manuel. Merci de ne pas les avoir laissés s'en tirer. Stéphane croisa le regard de son fils, y voyant non seulement du soulagement, mais aussi de la fierté. Personne n'a le droit de te faire du mal, Lucas. Jamais. Et surtout pas quelqu'un qui a juré de protéger et de servir. Je sais. Mais beaucoup d'enfants n'ont pas de père qui peuvent se battre comme ça. C'est pourquoi nous continuons à nous battre, dit Stéphane. Pas seulement pour toi, mais pour tous ceux qui ont été réduits au silence. La soirée paisible s'étira. Valérie prépara du chocolat chaud. Ils regardèrent un film ensemble, Lucas riant réellement au passage drôle au lieu de regarder anxieusement par la fenêtre. C'était comme leur première soirée familiale normale depuis des semaines. Juste avant minuit, après que Lucas soit monté se coucher, le téléphone de Stéphane s'alluma avec un message. Son estomac se noua en le lisant. Philippe a été attaqué. Il est à l'hôpital Saint-Martin, état critique. Le bref moment de paix se brisa comme du verre. Les lumières fluorescentes de l'hôpital projetaient des ombres dures alors que Stéphane se dépêchait dans les couloirs vides juste avant le lever du soleil. Ses pas résonnaient sur les sols en linoléum, chaque pas portant le poids d'une appréhension grandissante. L'infirmière de nuit le dirigea vers la chambre 312, le visage grave. Stéphane s'arrêta sur le seuil, le souffle coupé à la vue qui s'offrait à lui. Philippe gisait immobile dans le lit d'hôpital, son visage si enflé qu'il était à peine reconnaissable. Des tubes et des fils le reliaient à des machines qui émettaient de doux bips. Des ecchymoses sombres couvraient chaque centimètre visible de sa peau. Monsieur Holloway. Une médecin s'approcha, un dossier à la main. Je suis la docteure Christine Matthews. J'ai supervisé les soins de l'adjoint Navarro depuis son arrivée. C'est grave ? Demanda Stéphane, la voix tendue. Multiples fractures faciales, 3 côtes cassées, traumatisme sévère du larynx. La docteure Matthews parla doucement, jetant un coup d'œil à ses notes. Les dommages à sa gorge sont étendus. Même après sa guérison, il ne pourra pas parler pendant au moins 6 à 8 semaines. Stéphane s'approcha du lit, étudiant la preuve brutale de ce qui était arrivé à la seule personne qui avait osé l'aider. Était-il conscient quand ils l'ont trouvé ? Non. Un jogger l'a découvert dans le parc vers 23h hier soir. La médecin hésita. Monsieur Holloway, ces blessures, elles ont été infligées délibérément. Quiconque a fait ça savait exactement comment causer un maximum de dégâts sans être létal.
Il le voulait vivant mais silencieux, dit Stéphane, plus pour lui-même que pour la médecin. La gendarmerie est passée plus tôt pour prendre des déclarations, ajouta prudemment la docteure Matthews. Ils ont semblé inhabituellement prompts à qualifier cela d'agression crapuleuse au hasard. La mâchoire de Stéphane se serra. Il savait exactement quels agents étaient venus, les mêmes fidèles à Riquer, déjà en train de travailler pour enterrer une autre vérité. Il sortit son téléphone pour photographier les blessures de Philippe, documentant tout pendant qu'il le pouvait encore. Le soleil du matin commençait à peine à peindre le ciel en rose quand son téléphone vibra. Le nom d'Isabelle s'afficha à l'écran, son contact au ministère de la Justice. Enfin, quelque chose pourrait bien se passer. Stéphane. Sa voix était tendue. Je suis désolé. L'autorisation d'intervention a été retirée. Les mots le frappèrent comme des coups physiques. Quoi? Comment? Quelqu'un de bien plus haut placé que moi a passé un appel. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a eu un contact d'un important donateur politique de votre district. Soudain, on nous dit qu'il n'y a pas de motif suffisant pour procéder. Elle fit une pause. Stéphane, je n'ai jamais vu une ingérence aussi rapide ou aussi complète. Quoi que vous ayez découvert, vous avez effrayé quelqu'un de très influent. Sa main libre agrippa le rail du lit d'hôpital jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Isabelle, j'ai des preuves vidéo, des déclarations de témoins, des dossiers financiers montrant, je sais, mais les ordres sont les ordres. Ils arrêtent tout complètement. Elle baissa la voix. Surveillez vos arrières, Stéphane. Ces gens ne jouent clairement selon aucune règle. L'appel se termina, le laissant debout dans la chambre d'hôpital stérile avec un Philippe inconscient et son dossier en miettes. Par instinct, il sortit sa tablette sécurisée pour vérifier le fichier vidéo, la fondation sur laquelle tout le reste était bâti. Message d'erreur. Fichier corrompu. Stéphane essaya de nouveau, ses doigts bougeant plus vite. Une autre erreur. Il lança son logiciel de récupération, mais les dommages étaient trop importants. Quelqu'un avait atteint le fichier avant que Philippe ne le lui transmette, y implantant une corruption qui se déclencherait une fois copiée. Les images avaient disparu. Une infirmière entra pour vérifier les signes vitaux de Philippe, ses chaussures souples crissant sur le sol. Pauvre homme, murmura-t-elle, ajustant une ligne 4. Sa famille a été prévenue, mais ils sont hors de l'état. Ils ne seront pas là avant ce soir. Stéphane regarda le visage tuméfié de Philippe, ce qui était arrivé à quelqu'un qui avait simplement essayé de faire ce qui était juste. En moins de 6 heures, chaque parcelle d'espoir avait été systématiquement détruite. La vidéo avait disparu. L'intervention fédérale bloquée. Son témoin clé serait incapable de parler pendant des semaines. Et planant au-dessus de tout cela, l'ombre de celui qui avait assez de pouvoir pour faire reculer le ministère de la Justice d'un seul coup de fil. Il sortit, hébété, par les portes coulissantes de l'hôpital dans la pâle lumière du matin. Le parking commençait à se remplir de travailleurs de la première heure, des gens normaux se rendant à des emplois normaux, mais plus rien ne semblait normal. Dans sa voiture, Stéphane agrippa le volant, essayant de calmer ses pensées qui s'emballaient. Des mois de travail minutieux démolis en une seule nuit. La réalisation que la corruption s'étendait bien au-delà du commissariat d'une petite ville, jusqu'au couloir du pouvoir qu'il n'avait même pas envisagé. Et pire que tout, la certitude qu'il devrait rentrer chez lui et dire à Lucas que la justice n'allait finalement pas arriver. Le soleil du matin montait, réchauffant l'intérieur de la voiture, mais Stéphane avait froid. Dans son esprit, il voyait le visage de Lucas, il y a quelques heures à peine, montrant enfin de l'espoir. Il entendait les mots de son fils. Merci de ne pas les avoir laissés s'en tirer. Sauf qu'ils s'en étaient tirés. Ils avaient gagné en utilisant les mêmes tactiques qu'ils utilisaient toujours, violence, intimidation et le pouvoir de l'argent pour faire taire la vérité. Le système n'avait pas échoué. Il avait fonctionné exactement comme prévu, protégeant ceux qui étaient au sommet tout en écrasant quiconque les défiait. À travers le pare-brise, Stéphane regardait le personnel de l'hôpital changer de service. Une jeune infirmière aidait un patient âgé à monter dans un fauteuil roulant. Un agent d'entretien vidait les poubelles extérieures. Le monde ordinaire continuait de tourner alors que le sien venait d'imploser. Son téléphone vibra de nouveau. Valérie, probablement, se demandant où il était. Mais il ne pouvait pas encore lui faire face. Ne pouvait pas trouver les mots pour expliquer à quel point ils avaient été battus.
Comment non seulement il avait échoué à obtenir justice pour Lucas, mais ses efforts avaient conduit à l'agression brutale de Philippe. Stéphane resta immobile dans sa voiture. Le poids de la défaite l'écrasant comme une chose physique. Chaque chemin semblait bloqué. Chaque preuve détruite ou supprimée. Chaque témoin réduit au silence ou effrayé. La lumière du matin se renforçait, mais à l'intérieur de sa voiture, les ombres semblaient gagner. La voiture de Stéphane s'engagea dans l'allée alors que le soleil se levait à l'horizon, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose qui semblaient d'une gaieté moqueuse. Ses pieds traînaient alors qu'il se dirigeait vers la porte d'entrée, ses épaules lourdes du poids de tout ce qui s'était effondré pendant la nuit. Valérie attendait dans la cuisine, 2 tasses de café intactes sur le comptoir. Ses yeux scrutèrent son visage, y lisant la défaite avant même qu'il ne puisse parler. À quel point est-ce grave? Tout. Stéphane s'effondra sur une chaise. Philippe est à l'hôpital, battu à moitié mort. La vidéo a disparu. Le ministère de la Justice a reculé après qu'un donateur ait passé un coup de fil. Il pressa ses paumes contre ses yeux. Tout est parti, Valérie. Chaque élément que nous avions. Des pas dans l'escalier les firent tous les deux lever les yeux. Lucas se tenait dans l'embrasure de la porte, encore en pyjama, des cernes sombres sous les yeux suggérant une autre nuit blanche. « Papa ?» La voix de Lucas était faible. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Stéphane ouvrit la bouche pour répondre, mais Lucas continua, les mots se bousculant. « Est-ce que c'est vrai ce que tout le monde dit à l'école, qu'ils s'en tirent toujours? Qu'il n'y a pas de vraie justice pour les gens comme nous ?» La question frappa Stéphane comme un coup physique. Il vit le désespoir dans les yeux de son fils, l'effondrement de quelque chose de fondamental, cette croyance enfantine que le bien triompherait du mal, que la vérité compterait plus que le pouvoir. « Lucas » commença Stéphane, mais il se retrouva à chercher ses mots. « Parce qu'ils disent que Riquer a déjà fait ça, que rien ne se passe jamais, que tout le système les protège. » La voix de Lucas se brisa. « Alors peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que la justice n'est pas réelle. » Valérie se déplaça pour réconforter Lucas, mais Stéphane leva la main, se levant lentement. Quelque chose changeait en lui, le chagrin se transformant en acier, une détermination dure. « Écoutez-moi, » dit Stéphane, sa voix basse et intense. « La justice est réelle, mais parfois nous devons nous battre pour elle différemment de ce que nous avions prévu. » Il se dirigea vers son fils, posant ses 2 mains sur ses épaules. « Le système qu'ils ont construit, leur système, il nous a laissé tomber. Mais ce n'est pas la seule façon d'obtenir justice. J'ai passé 20 ans à apprendre comment ces réseaux fonctionnent, comment la corruption se protège, et j'en ai fini de jouer selon leurs règles. » « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda Lucas. « Ça veut dire qu'on change de tactique. » L'esprit de Stéphane tournait déjà à plein régime, se rappelant de vieux contacts, de points d'accès, d'outils d'enquête qu'il n'avait pas utilisés depuis des années. Ils pensent qu'ils ont détruit nos preuves. Très bien. Nous trouverons d'autres preuves. Ils ont le pouvoir par l'argent et l'influence. Alors nous suivrons cet argent jusqu'à ce que nous exposions chaque connexion sale. Valérie l'observa attentivement. Stéphane, je sais, il croisa son regard inquiet. Mais je ne les laisserai pas gagner. Pas cette fois. Il se rendit à son bureau à domicile, alluma son ordinateur portable sécurisé et commença à extraire des dossiers financiers. Des années d'expérience lui avaient appris que la corruption laissait toujours une trace dans les virements bancaires, les registres de propriété, les documents fiscaux. Il commença par le département de Riquer, examinant les allocations budgétaires et les rapports de dépenses. Les heures passèrent. Lucas partit pour l'école, bien que Stéphane l'ait à peine remarqué. Valérie lui apporta du café frais, planant brièvement avant de partir pour son service à la clinique. Le soleil du matin traversa la fenêtre de son bureau alors qu'il creusait plus profondément. Des schémas émergèrent. Paiements irréguliers, achats d'équipements ne correspondant pas à l'inventaire, frais de formation pour des programmes qui n'existaient pas. Mais c'était plus grand qu'une simple corruption au niveau du département. Les chiffres menaient à des sociétés écrans, qui menaient à des holdings immobiliers, qui menaient à un nom qui ne cessait d'apparaître, Pierre Whitman. Stéphane se renversa en arrière, se frottant les yeux fatigués. Whitman était l'un des hommes les plus riches du comté, un promoteur immobilier qui avait fait don de millions aux politiciens locaux. Son nom avait du poids dans tous les cercles de pouvoir.
Des recherches plus approfondies révélèrent un réseau de connexions. Les entreprises de Whitman avaient obtenu d'innombrables contrats municipaux sans appel d'offres. Ces développements recevaient une approbation instantanée tandis que d'autres croupissaient. Et chaque fois que des accusations de mauvaise conduite faisaient surface contre le département de la gendarmerie, un don important d'une de ces sociétés écrans apparaissait dans les fonds de campagne ou les comptes de charité de la gendarmerie. Stéphane afficha la photo de Whitman. Un homme aux cheveux d'argent avec un sourire coûteux. Le genre de personne qui collectionne l'influence comme d'autres collectionnent l'art. Le genre qui pouvait passer un coup de fil et mettre fin à une enquête fédérale. Les pièces s'emboîtèrent. Whitman n'était pas seulement lié à la corruption. Il en était l'architecte. Son argent achetait la protection d'agents comme Ricker, qui à leur tour faisaient respecter les intérêts de Whitman par l'intimidation et la violence. Le département de la gendarmerie n'était pas seulement corrompu. C'était essentiellement une force de sécurité privée pour l'empire de Whitman. Stéphane commença à tout documenter, créant des sauvegardes sur des serveurs sécurisés. Chaque transaction, chaque connexion, chaque abus de pouvoir soigneusement noté et recoupé. Le soleil était haut dans le ciel maintenant, mais il le remarqua à peine, trop concentré sur la cartographie du réseau qui semblait intouchable quelques heures auparavant. La porte d'entrée s'ouvrit et se referma, Valérie rentrant pour le déjeuner. Elle apparut dans l'embrasure de la porte de son bureau, l'inquiétude gravée sur son visage. « As-tu bougé depuis que je suis parti ?» Stéphane leva les yeux de son écran où un autre paiement suspect venait de se révéler. « Je l'ai trouvé, Valérie. Toute la structure. Chaque pièce. » Il désigna ses moniteurs. Whitman dirige cette ville comme un fief privé, utilisant la gendarmerie comme ses hommes de main. L'agression de Lucas, la dissimulation, le passage à tabac de Philippe, tout cela fait partie du même système. Valérie étudia les dossiers financiers affichés sur ses écrans, son expression partagée entre la peur de ce que cela pourrait coûter à leur famille et la fierté du refus de son mari de reculer. « La question est, dit-elle doucement, qu'est-ce que tu vas en faire ?» Stéphane regarda les preuves qu'il avait rassemblées, la preuve d'années de corruption systématique et d'abus de pouvoir, tout menant à un homme qui se croyait intouchable. Sa mâchoire se serra de détermination alors qu'il commençait à organiser les fichiers en catégories, crimes financiers, violation des droits civiques, abus d'autorité. Stéphane emballa son ordinateur portable et son équipement spécialisé dans un sac à dos banalisé. Il ne pouvait plus risquer de travailler depuis la maison, pas avec la surveillance qu'il avait repérée. 2 voitures banalisées différentes avaient tourné dans leur rue depuis l'aube. « Je serai au centre d'affaires en ville, » dit-il à Valérie, l'embrassant sur la joue. « Meilleure sécurité, et ils ne peuvent pas me surveiller là-bas sans attirer l'attention. » Le centre d'affaires La Liberté occupait le 3e étage d'un immeuble de bureaux en verre. Stéphane y avait loué une suite privée des années auparavant sous une société écran, une procédure standard pour les cas sensibles. L'espace offrait ce dont il avait besoin, un accès Internet sécurisé, un accès contrôlé et, surtout, de l'intimité. Il installa son équipement méthodiquement. La climatisation bourdonnait régulièrement alors que son logiciel de récupération spécialisé commençait à rechercher des miettes numériques. Des années d'expérience lui avaient appris que les fichiers supprimés laissaient souvent des traces, des données fantômes que la plupart des gens ne savaient pas comment effacer complètement. « Allez » murmura-t-il, les yeux fixés sur l'écran pendant que le programme travaillait. « Montre-moi ce qu'ils ont essayé de cacher. » Après 3 heures, la première percée arriva. Le logiciel avait récupéré des métadonnées partiellement supprimées du serveur interne du département de la gendarmerie. Des horodatages et des noms de fichiers correspondant à la nuit de l'incident du bistrot. Stéphane se pencha en avant, les doigts volant sur le clavier alors qu'il isolait les fragments. Les métadonnées révélèrent que plusieurs copies du fichier vidéo avaient été créées, puis délibérément effacées, mais ils avaient été négligents, laissant des empreintes numériques. Chaque copie avait été consultée depuis différents ordinateurs du département, créant une piste de qui l'avait vu avant sa destruction. Stéphane documenta tout, notant chaque horodatage et idée utilisateur. Le schéma montrait une chronologie claire de la dissimulation, du moment où les images sont entrées dans leur système jusqu'à leur suppression éventuelle. Mais il lui en fallait plus. Les métadonnées seules ne suffiraient pas. Il passa ensuite à son équipement audio. Au cours de ses années avec les services d'enquête fédéraux, il avait appris que les agents corrompus se sentaient souvent en sécurité pour parler à l'intérieur de leur voiture de patrouille, croyant que l'habitacle était sécurisé.
Il ne connaissait pas la nouvelle génération de microphones directionnels capables de capter des conversations à travers les parois des véhicules. Stéphane avait emprunté un tel appareil à la division technique du bureau avant de prendre son congé. Il l'avait placé près du parking de la gendarmerie il y a 2 jours, déguisé en équipement d'un agent d'entretien. Maintenant, il téléchargeait les enregistrements, les passant à travers un logiciel de filtrage pour nettoyer l'audio. La plupart étaient inutiles. Des communications radio de routine, des appels personnels, de la musique. Mais ensuite, il l'entendit. On s'est occupé de ces images de sécurité, dit une voix. Stéphane reconnut l'agent Mark Matthews, l'un des plus proches alliés de Ricker au sein du département. T'as intérêt, répondit une autre voix. Le sergent Patrick Cooper ne peut pas avoir de preuves qui traînent. T'as effacé les disques de sauvegarde aussi? Ouais, mais Ricker voulait l'original. Il a dit qu'il s'en occuperait personnellement. Malin. Garde-le près de toi. Garde-le en sécurité. Ces types des services fédéraux, ils n'abandonnent pas facilement. Le cœur de Stéphane s'accéléra alors qu'il améliorait l'audio, le nettoyant davantage. La conversation continua, détaillant comment ils avaient coordonné le vol et la dissimulation ultérieure. C'était exactement ce dont il avait besoin, un aveu direct de falsification de preuves. Mais la mention de Ricker gardant le disque original, c'était la vraie mine d'or. S'il pouvait le trouver, il aurait une preuve indéniable. Stéphane consulta les bases de données de location de biens, croisant les noms et les alias couramment utilisés par les agents essayant de cacher des actifs. Les heures passèrent alors qu'il cherchait, alimenté par le café et la détermination. Finalement, un schéma émergea. Un box de stockage avait été loué le lendemain de l'incident du bistrot sous le nom de Dal Richard, assez proche de Nicolas Ricker pour être mémorable, mais assez différent pour paraître sans rapport. Le paiement remontait à une carte prépayée achetée en espèces, mais la demande de location incluait un numéro de téléphone qui correspondait à l'un des téléphones jetables de Ricker. « Je te tiens », murmura Stéphane. L'installation de stockage se trouvait à la périphérie de la ville. Stockage sûr et tranquille, un endroit avec une sécurité minimale et sans caméra, parfait pour cacher des preuves. Stéphane s'y rendit dans une voiture banalisée du bureau, se garant là où il pouvait observer l'entrée. Il attendit le début de l'après-midi, lorsque l'installation était la plus calme. La serrure du box 217 était de haute qualité, mais pas à la hauteur de ses outils spécialisés. À l'intérieur, des boîtes en carton bordaient des étagères en métal. Une démonstration convaincante de stockage normal, mais Stéphane savait mieux. Il examina chaque boîte méthodiquement jusqu'à ce qu'il en trouve une qui semblait trop lourde pour sa taille. À l'intérieur, enveloppé dans du papier bulle et des sacs antistatiques, se trouvait le disque de sécurité original du bistrot. Ses mains étaient fermes alors qu'il photographiait tout en place, documentant la chaîne de possession. Il emballa soigneusement le disque dans un conteneur à preuves spécialisé conçu pour empêcher toute manipulation. Un équipement standard des services d'enquête fédéraux pour les preuves électroniques sensibles. Chaque pièce formait maintenant une chaîne incassable. Les métadonnées récupérées montrant la dissimulation, l'audio des agents avouant la falsification de preuves, et le disque original lui-même trouvé dans un box de stockage loué sous l'alias de Ricker. De retour au centre d'affaires, Stéphane passa tout en revue une dernière fois. Le dossier était solide. Plus que solide. Il était en béton. Le genre dont rêvent les procureurs fédéraux, avec des preuves claires de violation des droits civiques, d'obstruction à la justice et de complot. Il sortit son téléphone, faisant défiler jusqu'à un numéro qu'il utilisait rarement. Le directeur adjoint Bernard Callahan dirigeait la force d'intervention sur la corruption publique des services d'enquête fédéraux. C'était le plus haut fonctionnaire que Stéphane connaissait qui ne pouvait être ni acheté ni influencé. Un homme connu pour démanteler des systèmes corrompus entiers, quelles que soient les conséquences politiques. Stéphane monta à bord du TER de 7h15. Son conteneur de preuves sécurisé dans une mallette renforcée, menotté à son poignet. Le cliquetis rythmé des roues sur les rails correspondait au battement de son cœur alors que l'étalement urbain laissait place à la campagne vallonnée. Il avait fait ce trajet d'innombrables fois au cours de sa carrière, mais jamais avec des enjeux aussi personnels. Le poids familier de ses accréditations fédérales reposait dans la poche de sa veste. Pendant 2 heures, il repassa mentalement sa présentation, arrangeant et réarrangeant la séquence pour un impact maximal. Chaque pièce devait s'enchaîner naturellement, construisant un dossier irréfutable que même le fonctionnaire le plus sceptique ne pourrait ignorer.
D'autres passagers somnolaient ou parcouraient leur téléphone, ignorant que l'homme discret en costume gris transportait des preuves qui allaient ébranler tout un département de gendarmerie jusqu'à ses fondations. Stéphane pensa à Lucas, à la maison, probablement assis à la table de la cuisine avec Valérie, tous deux attendant des nouvelles. Il était parti avant l'aube, les embrassant avec une détermination tranquille. Quoi qu'il arrive, avait murmuré Valérie, le serrant fort, nous sommes fiers de toi. Le TER arriva à la gare de Lyon à 9h22. Stéphane navigua dans la foule matinale avec une aisance habituée, sa démarche déterminée alors qu'il se dirigeait vers la sortie. Dehors, les bureaux de la Direction centrale de la police judiciaire, DCPJ, se dressaient contre le ciel, leur façade en calcaire brillant sous le soleil du matin. La sécurité le reconnut immédiatement. Il avait travaillé sur des dizaines de cas ici auparavant, mais aujourd'hui, ils le traitèrent avec une formalité supplémentaire, notant son badge de visiteur et son conteneur de preuves avec une curiosité professionnelle. L'ascenseur le transporta au 12e étage, où la force d'intervention sur la corruption publique occupait une aile entière. Le bureau du directeur adjoint Bernard Callahan présentait 30 ans de service à travers les photos et les distinctions sur ses murs. L'homme lui-même était assis derrière un large bureau, les cheveux d'argent et le regard perçant, des lunettes de lecture perchées sur son nez alors qu'il examinait un bref préliminaire que Stéphane avait envoyé à l'avance. « Agent Holloway », dit Callahan en se levant pour lui serrer la main. « Je vous attendais. » Stéphane posa sa mallette sur la table de conférence et commença sa présentation. Il commença par les images du bistrot, laissant la violence brute de l'agression de Riquer parler d'elle-même. La mâchoire de Callahan se crispa en regardant Lucas se faire frapper. L'incident initial n'était que le début, expliqua Stéphane, passant au dossier financier. C'est là que ça devient intéressant. Il exposa le réseau complexe de corruption, en commençant par les dépenses départementales suspectes. Les relevés bancaires montraient des paiements réguliers à des sociétés écrans appartenant aux donateurs politiques qui avaient bloqué l'intervention du ministère de la Justice. Ces mêmes sociétés avaient fait des dons au fonds de pension de la gendarmerie et à la campagne de réélection du juge qui rejetait les plaintes contre les agents. La piste de l'argent est claire, dit Stéphane, montrant des transactions surlignées. Mais il y a pire. Il passa ensuite les enregistrements audio. La discussion décontractée des agents sur la falsification de preuves résonna dans le bureau silencieux. Callahan se pencha en avant, son expression s'assombrissant en écoutant leur complot. Et voici le joyau de la couronne, dit Stéphane, retirant soigneusement le disque de sécurité original de son conteneur. Trouvé dans un box de stockage loué sous l'alias de Riquer. La chaîne de possession est entièrement documentée, et les métadonnées du disque prouvent que c'est l'original du bistrot. Callahan examina méthodiquement chaque preuve, posant des questions précises auxquelles Stéphane répondit avec confiance. 2 heures passèrent alors qu'il disséquait chaque détail. Finalement, Callahan enleva ses lunettes et se pinça l'arête du nez. Il ne s'agit plus seulement d'une agression, n'est-ce pas? Non, monsieur, répondit Stéphane. Il s'agit d'un abus de pouvoir systémique qui a terrorisé toute une communauté. L'agression de mon fils n'a été que l'allumette qui a mis le feu aux poudres. Callahan hocha lentement la tête. Nous avions des soupçons sur ce département depuis des années, mais nous n'avons jamais pu obtenir de preuves solides. Vous m'avez donné tout ce dont nous avons besoin pour une affaire de crime organisé complète. Il attrapa son téléphone. J'autorise une intervention d'urgence. Nous agirons demain à l'aube. Un soulagement envahit Stéphane, mais il garda une expression neutre. Quel est le plan opérationnel? Équipe tactique complète soutenue par la gendarmerie nationale que nous avons vérifiée. Nous prendrons le commissariat en premier. Sécuriser tous les dossiers avant qu'ils ne puissent être détruits. Arrestation simultanée des acteurs clés à leur domicile. Les yeux de Callahan se durcirent. Y compris votre ami, l'agent Riquer. L'heure suivante, ils peaufinèrent les détails. Stéphane fournit les horaires de service, les plans des bâtiments et les noms des agents susceptibles de résister. Chaque point fut méthodiquement documenté et incorporé dans le plan d'opération. Le TER du retour semblait plus rapide, d'une certaine manière. Stéphane regardait le paysage défiler, imaginant la machine de la justice fédérale se mettre en marche derrière lui. Des équipes seraient en train de s'assembler, des mandats d'être préparés, des plans tactiques finalisés. D'ici demain à la même heure, tout serait différent. Il trouva Valérie et Lucas dans la cuisine, exactement comme il les avait imaginés. Ils levèrent les yeux avec attente à son entrée.
L'espoir dans leurs yeux lui serra la gorge. Ça va se faire, dit-il simplement. Demain matin. Lucas le serra férocement dans ses bras, et Valérie lui serra la main. Ils dînèrent ensemble, essayant de maintenir une conversation normale malgré l'électricité dans l'air. Aucun d'eux ne mentionna directement l'opération, comme si en parler pouvait porter malheur. Cette nuit-là, Stéphane resta éveillé, écoutant la maison silencieuse. Quelque part en ville, des agents fédéraux arrivaient déjà, s'enregistrant dans des hôtels sous de faux noms. Les équipes tactiques testeraient leur équipement, examineraient les plans, se prépareraient pour l'aube. Par sa fenêtre, il pouvait voir des étoiles éparpillées dans le ciel sombre. Dans quelques heures à peine, ces mêmes étoiles s'estomperaient alors que des VUS noirs se mettraient silencieusement en position autour du commissariat de police, apportant la justice pour laquelle ils s'étaient si durement battus. Le brouillard matinal s'accrochait au sol alors que des véhicules banalisés des services fédéraux se glissaient en position autour du commissariat de police. Il était 6h45. Le changement de service commencerait dans 15 minutes. Stéphane et Lucas observaient depuis leur voiture garée de l'autre côté de la rue, assez loin pour être en sécurité, mais assez près pour tout voir. « Tu es prêt ?» demanda doucement Stéphane. Lucas hocha la tête, ses yeux fixés sur les portes d'entrée du commissariat, où les agents arriveraient bientôt pour le service du matin. Dans son oreillette, Stéphane entendit la voix calme du chef de l'équipe tactique. Toutes les unités en position. Exécution à mon signal. Les premiers agents commencèrent à arriver pour leur service, marchant nonchalamment vers le bâtiment. Certains portaient des tasses de café, d'autres discutaient avec des collègues. Aucun ne remarqua les mouvements subtils dans les ombres autour d'eux. Exécution. Des silhouettes vêtues de noir émergèrent simultanément de plusieurs directions. Des agents des services d'enquête fédéraux en équipement tactique se précipitèrent avec une précision militaire. Les agents locaux se figèrent. Des tasses de café tombant, oubliées, sur le trottoir. Services fédéraux. Tout le monde à terre. Les mains où on peut les voir. Le choc sur leur visage était absolu. Des agents qui se croyaient intouchables se retrouvèrent soudainement face contre le béton humide, menottés avec des attaches autobloquantes par des agents fédéraux. À travers les portes vitrées du commissariat, Stéphane pouvait voir le chaos éclater à l'intérieur. Les agents de nuit se précipitèrent pour réagir, mais trouvèrent chaque sortie couverte par des équipes tactiques. L'opération des services d'enquête fédéraux était un chef-d'œuvre de synchronisation et de coordination. Puis vint le moment que Stéphane avait attendu pendant des mois. L'agent Nicolas Riquer arriva sur le parking dans sa voiture de patrouille, pile à l'heure pour son service. Il sortit, déjà narquois face à ce qu'il supposait être une sorte de manifestation, jusqu'à ce qu'il voie l'équipement tactique des services fédéraux. Nicolas Riquer, cria un agent, son arme pointée fermement. Les mains sur la tête. Maintenant. Le visage de Riquer se tordit d'incrédulité. Il commença à porter la main à son arme de service, mais se retrouva entouré de 4 agents avec des fusils pointés sur sa poitrine. « Ne faites pas ça », prévint l'agent principal. « Vous faites déjà face à suffisamment d'accusations. » L'arrogance se fissura enfin. Riquer leva lentement les mains, son visage cendré alors que les agents s'avançaient pour le menotter. Le clic métallique des menottes résonna sur le parking soudainement silencieux. « Nicolas Riquer, vous êtes en état d'arrestation pour violation des droits civiques, agression, complot en vue d'entraver la justice et participation à une entreprise criminelle, récita l'agent assez fort pour que les badauds qui se rassemblaient puissent entendre. Vous avez le droit de garder le silence. » Lucas agrippa le bras de Stéphane. Ils le font vraiment. Oui, ils le font, dit Stéphane tranquillement. Regarde. Le commissaire Jean Strickmore arriva ensuite, son sang-froid habituel se brisant en voyant la scène. 2 agents l'interceptèrent avant qu'il ne puisse atteindre le bâtiment. Commissaire Strickmore, agents fédéraux. Vous êtes placé en suspension immédiate en attendant des poursuites pénales. Veuillez rendre votre arme et votre insigne. Le visage de Strickmore devint rouge. C'est ridicule. Savez-vous qui je suis? Oui, monsieur, nous le savons. C'est précisément pourquoi nous sommes ici. Ils le désarmèrent efficacement, lui retirèrent son insigne et l'escortèrent jusqu'à un véhicule en attente. Des camionnettes de chaînes d'information commencèrent à arriver, des journalistes en sortant avec des caméras au point. La lumière du matin se renforça,
dissipant le brouillard pour révéler le spectacle complet. Des habitants de la ville se rassemblèrent sur les trottoirs, regardant en silence stupéfait alors que d'autres agents étaient sortis menottés. 2 sergents principaux connus pour faire appliquer les politiques corrompues de Strickmore furent les suivants, suivis par le superviseur de la salle des scellés qui avait aidé à détruire les plaintes. Chaque arrestation provoqua des halètements de la foule grandissante. « Je vois Madame Jensen », dit soudain Lucas, montrant où Sandrine se tenait parmi les spectateurs, les mains pressées contre sa bouche alors qu'elle regardait Ricker être embarqué dans un véhicule de transport. Le téléphone de Stéphane vibra. Un message de Callahan. Compte du donateur gelé. Juge suspendu en attendant l'enquête. Inculpation complète pour crime organisé à venir. Le soleil du matin illuminait maintenant pleinement la scène, symbolique de la lumière qui brillait enfin sur des années d'obscurité. Stéphane entendit des bribes de conversation de la foule. « Je n'arrive pas à croire que ça arrive vraiment. Toutes ces années et enfin quelqu'un leur a vraiment tenu tête. » Ricker aperçut Stéphane et Lucas alors que les agents le guidaient vers un véhicule en attente. Son visage se tordit de rage impuissante, mais il ne put que regarder son monde s'effondrer autour de lui. La lourde porte se referma sur son dernier regard furieux. De plus en plus d'habitants arrivaient à chaque minute. Stéphane reconnut des visages de son enquête, des témoins qui avaient eu trop peur pour parler, des victimes qui avaient été réduites au silence, des résidents âgés qui avaient enduré des décennies d'abus. Ils regardaient avec un mélange de choc et de justification alors que la justice arrivait enfin dans leur ville. Les journalistes de télévision étaient maintenant en direct, leur voix portant à travers le parking. Dans un développement stupéfiant ce matin, des agents fédéraux ont fait une descente à Sainte-Marie-du-Lac, arrêtant plusieurs agents de gendarmerie dans ce qui semble être une enquête de corruption majeure. Lucas se tourna vers Stéphane, ses yeux brillants. « Tu l'as vraiment fait. »« Nous l'avons fait », le corrigea Stéphane. « Ton courage a commencé tout ça. » La foule les avait remarqués maintenant. Des chuchotements se répandirent alors que les gens les reconnaissaient, la compréhension se propageant à travers le rassemblement comme une vague. Sandrine Jensen se détacha de la foule, se précipitant pour les embrasser tous les deux. « Merci », murmura-t-elle, des larmes aux yeux. « Merci de ne pas avoir abandonné. » D'autres membres de la communauté s'approchèrent, voulant leur serrer la main ou simplement se tenir près d'eux pendant qu'ils assistaient aux événements. La peur qui avait saisi la ville pendant si longtemps se dissolvait dans la lumière du matin. Les journalistes remarquèrent le groupe grandissant de personnes autour de Stéphane et Lucas. Les équipes de tournage se tournèrent vers eux, se précipitant avec des microphones tendus. Stéphane serra Lucas contre lui, protecteur mais fier, alors que les journalistes posaient des questions sur ce que cela faisait de voir la justice enfin rendue. Une semaine plus tard, la lumière de fin d'après-midi baignait le parvis du palais de justice où des centaines de chaises avaient été disposées en rangées nettes. L'espace débordait d'habitants, beaucoup se tenant sur les côtés car chaque siège était pris. Des drapeaux français flottaient dans la douce brise, et un podium était prêt sur l'estrade temporaire. Stéphane, Valérie et Lucas étaient assis au premier rang aux côtés de Sandrine Jensen, dont le bistrot était devenu un symbole du réveil de la communauté. Derrière eux, des résidents âgés qui avaient vécu des décennies d'abus s'essuyaient les yeux, voyant enfin le changement qu'ils attendaient depuis si longtemps. Le chef de la force d'intervention fédérale s'approcha du podium, ajustant le microphone. Les équipes de tournage des chaînes nationales se bousculaient pour obtenir la meilleure position alors qu'ils commençaient à parler. Aujourd'hui marque un nouveau chapitre pour Sainte-Marie-du-Lac, annonça-t-il, sa voix portant à travers la foule silencieuse. Suite à notre enquête, nous annonçons des accusations formelles contre l'ancien agent Nicolas Ricker pour violation des droits civiques, agression, complot et participation à une entreprise criminelle. Un murmure parcourut l'audience. Le chef continua, l'ancien commissaire Jean Strickmore et 4 autres agents font face à de multiples chefs d'accusation de complot, d'obstruction à la justice et de racket. De plus, l'homme d'affaires local Pierre Whitman fait face à des accusations fédérales pour son rôle dans la corruption du processus judiciaire. Lucas se redressa sur sa chaise alors que le chef détaillait les accusations. Chaque chef d'accusation représentait une autre brique retirée du mur de la corruption qui semblait si impénétrable quelques semaines auparavant. Les preuves recueillies étaient étendues et accablantes, expliqua le chef. Nous avons découvert des abus systématiques s'étendant sur des années, des dossiers de plaintes détruits, des preuves fabriquées, l'intimidation de témoins et la fraude financière. Ce cas représente tout ce qui nuit à la confiance entre les forces de l'ordre et les communautés qu'elles ont juré de protéger.
Il fit une pause, se tournant vers Stéphane. Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de ce qui n'allait pas. Il s'agit d'un homme qui s'est levé et nous a montré à quoi ressemble l'intégrité. L'agent spécial Stéphane Holloway aurait pu gérer cela personnellement, aurait pu chercher une vengeance privée. Au lieu de cela, il a choisi la justice. Il a méticuleusement monté un dossier qui a exposé non seulement des actes répréhensibles individuels, mais tout un système de corruption. Valérie serra la main de Stéphane. Le chef continua, les services d'enquête fédéraux promeuvent l'agent Holloway pour diriger une nouvelle force d'intervention axée sur les violations des droits civiques et la corruption policière. Il aura le choix de son affectation et des ressources étendues pour poursuivre ce travail vital. Des applaudissements éclatèrent, durant plusieurs minutes. Quand ils se turent enfin, le chef fit un geste vers un membre du conseil local qui s'approcha du podium avec un grand chèque de cérémonie. En reconnaissance du courage montré par Lucas Holloway, annonça le membre du conseil, nous créons le fonds de bourse Lucas Holloway pour la résilience avec une dotation initiale de 50 000 €. Cette bourse annuelle soutiendra les jeunes qui font preuve de courage moral face à l'injustice. Lucas cligna des yeux de surprise alors que les gens se levaient pour applaudir. Plusieurs de ses camarades de classe dans le public poussèrent des cris de joie. Le membre du conseil n'avait pas terminé. De plus, nous désignons le bistrot chez Sandrine comme un site historique de courage civique. Le refus de Madame Jensen de se laisser intimider, son installation de caméras de sécurité et sa réponse immédiate à l'injustice ont contribué à déclencher cette transformation. Sandrine essuya des larmes de ses yeux alors que la foule applaudissait de nouveau. Plusieurs clients âgés qui venaient à son bistrot depuis des décennies crièrent des mots de soutien. Le maire s'avança ensuite, son habituel vernis politique remplacé par une émotion sincère. Nous avons manqué à notre communauté pendant trop longtemps. Nous avons permis à la peur et à la complaisance de laisser la corruption prospérer. Mais aujourd'hui, nous nous tenons ensemble pour dire plus jamais ça. Il se tourna pour faire face directement au Holloway. Stéphane, Valérie, Lucas, vous nous avez montré à quoi ressemble la vraie force. Pas la fausse force des brutes avec des insignes, mais la vraie force de défendre ce qui est juste, peu importe le coût. Dans le public, les amis de Lucas de l'école rayonnaient de fierté. Les résidents âgés qui avaient partagé leurs histoires avec Stéphane hochaient la tête en signe d'approbation. Des décennies d'espoir réprimés fleurissant enfin sur leurs visages. Le chef de la force d'intervention retourna au podium. Nous mettons en œuvre une restructuration complète du département de la gendarmerie. Nouvelle direction, nouvelle formation, nouvelles mesures de responsabilisation. Mais plus important encore, nous voyons une communauté s'éveiller à son propre pouvoir. Il désigna la foule. Regardez autour de vous. Il y a une semaine, beaucoup d'entre vous avaient peur de parler à leurs voisins de ce dont ils avaient été témoins. Aujourd'hui, vous vous tenez ensemble, au grand jour, exigeant mieux. C'est à cela que ressemble le vrai changement. Le maire invita Stéphane, Valérie et Lucas à le rejoindre sur scène. Alors qu'ils se levaient, les applaudissements redoublèrent. Stéphane remarqua dans la foule des visages qu'il avait reconnus de son enquête. Les témoins qui avaient eu trop peur pour parler, se tenant maintenant fiers. Les commerçants qui avaient subi du harcèlement, acclamant maintenant ouvertement. Les enseignants et entraîneurs à la retraite qui avaient vu des générations d'enfants endurer des abus, essuyant maintenant des larmes de soulagement. Sandrine Jensen les rejoignit sur scène, et le maire lui présenta une plaque commémorant le nouveau statut historique de son bistrot. Elle parla brièvement, la voix étranglée par l'émotion. Pendant des années, nous avons tous simplement accepté que les choses devaient être ainsi, dit-elle. Nous nous sommes dit que rien ne changerait. Mais il n'a fallu qu'un jeune homme courageux, un père dévoué et une communauté enfin prête à se lever et à dire ça suffit. Lucas s'approcha du microphone, une chose qu'il avait insisté pour faire malgré sa timidité naturelle. Sa voix était claire et forte. Il y a une semaine, je n'étais pas sûr que la justice était réelle, admit-il. Mais maintenant, je sais qu'elle l'est, si nous sommes assez courageux pour l'exiger et assez persévérants pour y travailler. Les résidents âgés au premier rang hochèrent vigoureusement la tête, certains levant la main en signe d'approbation. Ils avaient attendu ce jour le plus longtemps, et leur joie était profonde. Le chef de la force d'intervention fit une dernière annonce. À partir de demain, des enquêteurs fédéraux commenceront à rencontrer tous les membres de la communauté qui souhaitent signaler des abus passés. Chaque plainte sera entendue. Chaque incident fera l'objet d'une enquête. Le mur du silence est tombé.
L'atmosphère était électrique de possibilités. Des voisins qui s'étaient à peine parlé auparavant s'embrassaient. Jeunes et vieux, noirs et blancs, tous unis dans ce moment de transformation. Stéphane posa une main sur l'épaule de Lucas alors que les applaudissements redoublaient, le son roulant sur le parvis du palais de justice comme le tonnerre. La voix de la justice perçant enfin des années de silence imposé. Si vous avez apprécié l'histoire, laissez un like pour soutenir ma chaîne et abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine. À l'écran, j'ai choisi 2 histoires spéciales juste pour vous. Passez une merveilleuse journée.